Et voilà, bonjour Simon Guéguin, la parole est à vous. On va vous laisser quelques secondes pour partager tout simplement votre diaporama et on vous écoute. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de l'invitation et effectivement j'ai envie aujourd'hui de vous parler des fonds activistes, ardus et opaques avez-vous dit en présentation, ardus peut-être, opaques oui certainement. Euh, Pourquoi j'ai eu envie de vous parler des fonds activistes? En fait il s'agit d'acteurs qui ont émergé il y a une quinzaine ou une vingtaine d'années dans l'économie et qui font beaucoup parler d'eux surtout depuis 4 ou 5 ans et qui sont finalement assez mal connus, y compris parfois des praticiens, y compris dans le monde universitaire. Ils posent beaucoup de questions. Ils paraissent relativement mystérieux. Pour entrer dans le vif du sujet, peut-être que certains d'entre vous ont suivi cette actualité. Il y a simplement quelques jours, on a appris donc qu'un fonds activiste qui s'appelle Bluebell Capital était entré au capital de Danone au mois de novembre. On ne sait pas exactement combien ils ont pris du capital de Danone. En tout cas, c'est moins de 5%, parce qu'autrement, ils auraient été obligés de le déclarer. Donc, probablement de l'ordre de 2% du capital de Danone. Et ce fonds, qui est là depuis 2 mois, qui possède 2% de Danone, donc il y a quand même 98% de Danone qui sont détenus par d'autres gens, réclame rien de moins qu'un changement total de stratégie, un changement de gouvernance et même le départ du président de Danone, Emmanuel Faber. Et ça, c'est typique de la démarche activiste. Vous avez un fonds, vous avez une entreprise d'abord, Danone, qui est une entreprise symbole du capitalisme français. Si on remonte aux origines, c'est une entreprise centenaire, etc. Et puis, vous avez un fonds qui arrive et qui, en 2 mois, avec 2%, prétend pouvoir tout changer, la direction, la stratégie, etc., de Danone. C'est ça un fonds activiste, en fait. C'est ça la démarche d'un fonds activiste. Alors, ça pose tout un tas de questions, en fait. Ça pose des questions à un tas de gens. Alors, je mets sur cette slide, pour le coup, un changement de paradigme. J'ai mis cette expression, pour tout vous dire, avec une pointe d'ironie. La raison, c'est que cette expression changement de paradigme, c'est une expression qu'on entend souvent dans la finance. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai entendu cette expression du changement de paradigme, c'était, j'étais jeune analyste au moment du sommet de la bulle des valeurs Internet. Et j'avais des collègues qui m'expliquaient il faut oublier ce que tu as appris à l'école, l'analyse financière, l'évaluation, tous les principes de la finance. Maintenant, ce qui compte, c'est les clics de souris. On compte les clics de souris sur le site Internet de l'entreprise et à partir des clics de souris, on sait combien vaut l'entreprise. Bon, ça a mal fini, la bulle Internet. Et puis, c'est des choses qu'on entend régulièrement, un new paradigme. Et en général, j'explique par exemple à mes étudiants de se méfier de ce genre d'expression quand ils entendent changement de paradigme, de se méfier. Mais en réalité, autant, si vous voulez, les principes fondamentaux de la finance n'ont pas réellement changé au fur et à mesure de ces différentes crises. Autant ce qui change vraiment dans la finance, ce qui fait changer le fonctionnement de la finance, ce sont des changements de nature institutionnelle, c'est-à-dire des changements technologiques qui parfois impliquent de nouvelles règles et de nouveaux acteurs qui émergent. Et avec de nouveaux acteurs, vous avez les règles du jeu qui changent et pour le coup vraiment des changements. Alors peut-être que le changement de paradigme est exagéré, mais il est plus justifié dans le cadre de l'émergence d'un acteur comme les activistes que dans le cas simplement de la réaction à une bulle financière ou à un krach boursier. Alors ça pose des questions à beaucoup de gens, ça pose des questions d'abord au monde académique, parce que ça interroge au moins sur les principes fondamentaux de la finance. Ça, sans les remettre tout à fait en cause, il y a certains éléments des activistes qui apparaissent comme des paradoxes. Donc nous, on est intéressés par les paradoxes et on essaye de les résoudre. Ça pose aussi beaucoup de questions dans le monde de l'entreprise. Et pour avoir échangé avec un certain nombre d'entre eux, les directeurs financiers des grandes entreprises et même des grandes et moyennes entreprises françaises, alors parce que j'ai parlé avec eux, mais c'est le cas dans le monde, c'est vraiment un sujet pour eux aujourd'hui, les activistes. C'est-à-dire que vous avez des entreprises de conseil qui se sont montées sur ce sujet-là, on va donner des conseils aux dirigeants des entreprises pour se préparer en cas d'attaque activiste, comment faire pour éviter qu'un activiste vienne m'attaquer, comment réagir s'il arrive, etc. Donc c'est vraiment un sujet majeur à l'intérieur des entreprises. Et puis, c'est, me semble-t-il, aussi un sujet plus largement pour les citoyens engagés, les citoyens qui s'intéressent aux questions de finance, mais pas uniquement. Et ce sera notre conclusion tout à l'heure, mais
pour vous en donner déjà un peu l'idée générale, vous voyez déjà peut-être avec l'exemple de Danone que la question sous-jacente qui se pose, c'est qui contrôle vraiment les grandes entreprises. Et ça, on voit bien que c'est vraiment un sujet d'actualité. Et c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement le monde de la finance, hein, un sujet qui nous concerne tous en tant que citoyens. Alors, pour formaliser en quelques mots ce que c'est qu'une campagne activiste, alors en fait, vous voyez que je vais vous parler ici d'une campagne activiste et pas d'un fonds activiste directement. Pourquoi? Parce qu'en fait, les fonds activistes, juridiquement, ça n'existe pas un fonds activiste. C'est-à-dire, un fonds activiste, c'est simplement un fonds d'investissement comme un autre qui a pour particularité de mener des campagnes activistes. Okay, mais juridiquement, par exemple, une banque, ça existe, un établissement de crédit, une compagnie d'assurance, un fonds d'investissement, ça existe. Mais un fonds activiste, ce n'est pas défini juridiquement. Donc, pour définir un fonds activiste, il faut en réalité expliquer ce que c'est qu'une campagne activiste, c'est-à-dire comment ils agissent, qu'est-ce qu'ils font concrètement. C'est comme ça c'est par leur action qu'on peut les définir. Alors, il y a 4 étapes, hein, typiquement. La première étape, c'est repérer une cible, donc repérer l'entreprise qui va être la cible de la campagne. Deuxièmement, entrer au capital. Donc, typiquement, ce sont des fonds qui achètent une partie du capital de l'entreprise, minoritaire. Alors, ça dépend, mais ça peut aller entre 1 et 10% en général du capital. Une fois qu'ils sont entrés au capital, ils usent de leurs droits d'actionnaire d'influer la gestion, mais avec une force particulière. Et donc, ils exigent en général, et très souvent, ils obtiennent des changements. Alors, ça peut être des changements de stratégie, ça peut être des changements de politique financière, c'est-à-dire comment l'entreprise se finance, comment elle utilise sa trésorerie, des choses comme ça. Et puis, ça peut être très souvent des changements de gouvernance, c'est-à-dire soit on demande une autre organisation, soit on demande le départ des dirigeants, comme ça a été le cas dans le cas de Danone. Et puis ensuite, une fois qu'on a obtenu gain de cause, on revend la participation et, si possible, on la revend plus cher parce que normalement, l'action menée par l'activiste a permis de faire monter le cours de bourse. Donc ça, c'est typique, voilà, des différentes, d'une campagne activiste typique. En général, ça peut durer, alors ça dépend, hein, parfois ça dure un peu plus longtemps, mais en général, ça dure quelques mois. C'est de l'ordre entre l'achat et la revente, c'est entre 2 mois et même parfois ça dure un peu plus longtemps. Il y a quelques cas où ça dure plusieurs années. Mais en général, on est plutôt sur l'ordre d'une campagne de quelques mois. Alors, pour pouvoir expliquer comment ont émergé les activistes et comment ils font, et pourquoi c'est bizarre aussi, pourquoi c'est étonnant, j'ai besoin de faire un petit détour théorique. Après tout, on est à l'université. D'accord ? Donc, je vais vous expliquer en quelques mots le principe de ce qu'on appelle l'actionnaire majoritaire et des actionnaires minoritaires. J'ai pris à titre d'illustration l'actionnariat de Sanofi. J'aurais pu prendre autre chose. Okay, j'ai pris Sanofi parce que bon, je pense que c'est une entreprise que tout le monde connaît, surtout en ce moment. Et puis, elle a une structure d'actionnariat qui est assez typique des entreprises cotées françaises. Donc, c'est assez représentatif de ce qu'on peut observer ailleurs. Donc, vous voyez là, si vous arrivez à bien voir la slide, je ne sais pas, en fait, l'actionnaire qui a 9,4%, c'est L'Oréal. Ça, c'est le majoritaire, en fait. C'est-à-dire que L'Oréal, c'est l'actionnaire qui possède la plus grosse part de Sanofi. Vous voyez qu'il est majoritaire avec 9,4%. Donc, ça peut sembler pas beaucoup. En pratique, en termes de droit de vote, il a un peu plus parce qu'il y a quelques actions à droit de vote double dans le lot, donc ils arrivent à avoir un peu plus que 9,4% quand il y a des votes dans l'entreprise. Mais même avec les droits de vote double, ils ont sensiblement moins de 20%. D'accord ? Mais à moins de 20%, vous pouvez contrôler l'entreprise puisque vous avez face à vous un actionnariat diversifié. Bon, ça, c'est le majoritaire. Après, à 5,9%, vous avez pour le coup un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom-là dans la presse. En fait, BlackRock, pour le coup, c'est un fonds passif. Donc, je vais y revenir sur les fonds passifs. Gardez juste ça en tête. On reparlera peut-être probablement dans un instant de BlackRock. Donc, 5,9%, c'est un fonds passif. Bon, vous avez un petit peu d'actionnariat salarié. Et les 83 autres pourcents, c'est ce que les financiers appellent du flottant, c'est-à-dire que ce sont des vrais actionnaires minoritaires, des petits actionnaires. Alors, dedans, vous pouvez avoir d'autres fonds d'investissement, mais qui ont une toute petite participation. Vous pouvez avoir des banques, vous pouvez avoir des entreprises qui font des placements de trésorerie. Et puis, vous pouvez avoir aussi des particuliers qui détiennent des actions Sanofi. Si certains détiennent des actions Sanofi, vous faites partie des 83%.
D'accord? Donc, au total, bien sûr, 83%, c'est beaucoup, mais c'est composé de petits actionnaires. Donc, individuellement, ils ne pèsent pas grand-chose. Okay. Voilà, donc ça, c'est le majoritaire et les minoritaires. Alors, la théorie financière explique assez bien tout ça. D'accord? Les minoritaires, c'est facile. Les minoritaires, c'est le plus facile. C'est le principe illustré ici. Vous connaissez l'expression « ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ». C'est ce qu'on appelle la diversification. En fait, pourquoi on diversifie? Le principe de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier, c'est de réduire les risques. Si un panier qui craque, on aura quand même les œufs qui restent. En réalité, en finance, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que la finance vous dit qu'il ne faut jamais distinguer la notion de risque de la notion de rendement, c'est-à-dire qu'est-ce que je gagne en face. D'accord? Et en fait, le fait de diversifier vous permet de réduire la partie non rémunérée du risque. Donc ça, c'est la théorie en tout cas qui vous dit ça, d'accord? Donc à partir de cette théorie, vous avez intérêt de toute façon, même si vous êtes prêt à prendre des risques, vous avez intérêt à diversifier pour avoir un meilleur couple rendement-risque, un meilleur rendement compte tenu du risque que vous prenez. Vous éliminez le risque que vous n'avez pas besoin de prendre, d'accord? Parce qu'en moyenne, quand vous prenez plus de risques, vous pouvez gagner plus. Et si vous ne diversifiez pas, vous prenez un risque qui n'est pas rémunéré. Donc, alors évidemment, si vous êtes obligé, si la théorie vous dit qu'il faut diversifier, si vous diversifiez, forcément, vous êtes petit. Parce que, par exemple, si vous voulez acheter 1% de Apple, 1% de Apple, c'est déjà 20 milliards de dollars. Vous voyez, donc, alors, si vous avez beaucoup, beaucoup à investir, vous pouvez peut-être avoir 1% de Apple. Mais vous ne pourrez jamais acheter 1% du monde entier. Donc, par définition, si vraiment tout le monde diversifie complètement, il ne devrait y avoir que des actionnaires minoritaires. Même un très gros fonds d'investissement ou même un particulier très, très riche qui investirait, s'il diversifie, il va être minoritaire partout. Et donc, ça explique les minoritaires, la diversification. Le majoritaire, c'est un peu plus compliqué. Ce que vous avez là en illustration, en fait, c'est un passager clandestin. Le problème du passager clandestin, c'est un problème d'économie qu'on rencontre aussi dans d'autres situations. Alors là, on va l'illustrer pour les actionnaires. C'est le problème suivant, c'est que si on n'a vraiment que des minoritaires, qui va jouer son rôle d'actionnaire? Normalement, le rôle de l'actionnaire, c'est d'orienter la gestion, de diriger l'entreprise, de surveiller que le dirigeant ne fait pas n'importe quoi de l'entreprise, etc. Au-dessus des dirigeants, il y a l'actionnaire normalement. Donc, il y a un travail de gouvernance de la part de l'actionnaire, une responsabilité de gouvernance. Le problème, c'est que si chacun, vous voyez, si tout le monde a moins de 10 actions Sanofi, quand vous avez 10 actions Sanofi, vous n'avez pas envie de faire le travail pour les autres. Vous n'avez pas envie de faire l'effort de surveiller que les dirigeants font bien leur travail, etc. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un passager clandestin. C'est-à-dire tous les actionnaires aimeraient bien que le rôle de l'actionnaire soit joué, mais on compte tous sur les autres pour le jouer. On est individuellement trop petit pour avoir intérêt à faire l'effort de surveiller. Si on n'est pas content, on préfère revendre tout simplement les actions. Et donc, économiquement, le majoritaire se justifie par ça, parce que s'il est majoritaire, comme il possède beaucoup d'actions, lui, il a vraiment intérêt à ce que l'entreprise soit bien gérée, et donc il a vraiment intérêt à jouer son rôle de gouvernance. De son côté, pourquoi est-ce qu'il accepte ce rôle-là? En fait, vous avez une sorte, entre les minoritaires et le majoritaire, vous avez une sorte de contrat implicite. Le contrat implicite, c'est les minoritaires acceptent que le majoritaire oriente la gestion à son profit, c'est-à-dire prennent les grandes décisions, contrôlent l'entreprise, éventuellement place les gens qui sont proches de lui au poste de direction de l'entreprise, etc. Donc, ça a certains avantages, vous contrôlez l'entreprise. Le minoritaire accepte de déléguer ça au majoritaire, en échange de quoi le majoritaire fait son travail de gouvernance, et donc avec les dépenses et les efforts qui vont avec. Et donc, il oriente la gestion à son profit, il capte, en finance, on parle de bénéfices privés. Les bénéfices privés, c'est, si vous voulez, le supplément que le majoritaire peut obtenir par rapport au minoritaire, du fait qu'il contrôle l'entreprise. Donc, on explique bien les minoritaires, on explique bien les majoritaires, et ces théories-là, elles ont entre 40 et 50 ans. Donc, ce sont des choses qu'on explique bien. Problème, c'est la phrase que je cite ici d'un homme d'affaires belge qui s'appelait Albert Frère, et qui disait dans les années 80, alors en anglais, ça donnait Big Minority Shareholder, Big Fall, ça veut dire le gros actionnaire majoritaire est un gros imbécile. Et dans la version française, il avait même un mot un petit peu plus cru que ça. D'accord ? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là, Albert Frère ? Il voulait dire, le petit actionnaire minoritaire,
se fait un petit peu avoir par le majoritaire, parce que c'est toujours le majoritaire qui prend les décisions en sa faveur, etc. Mais après tout, comme il est petit, bon, il peut diversifier et c'est pas encore très grave. Il se fait un petit peu avoir, mais c'est pas très grave. C'était déjà un petit imbécile pour lui, le petit actionnaire minoritaire. Mais bon, il avait des excuses, il pouvait diversifier. Par contre, le gros actionnaire minoritaire, le big minority shareholder, lui perd sur les deux tableaux, d'après Albert Frère. D'accord? Parce qu'il est trop gros pour diversifier, il est trop petit pour contrôler. Donc, il n'a ni les avantages de la diversification, ni les avantages du contrôle. Donc, c'est une absurdité et ça ne devrait pas exister. Alors, en fait, les fonds activistes qui n'existaient quasiment pas au moment où Albert Frère a prononcé cette phrase, ce sont des big minority shareholders, ce sont des gros actionnaires minoritaires. Donc, ils sont mystérieux de ce point de vue-là par rapport à la théorie financière. Parce que comment expliquer qu'on puisse être à la fois gros, c'est-à-dire non diversifiés, ils ne sont pas diversifiés les fonds activistes, et en même temps trop petits normalement pour contrôler. Alors, pour expliquer cette émergence, donc la source de l'émergence des fonds activistes, je vous propose le graphique suivant. En fait, si vous arrivez à voir le trait noir qui se lit sur l'échelle de droite, le trait noir, c'est la part des fonds passifs dans le total des fonds. Alors, il faut expliquer en quelques mots ce que c'est qu'un fonds passif. Un fonds d'investissement passif, c'est un fonds qui se contente de répliquer la performance d'un marché. Par exemple, sur la France, un fonds passif, ça pourrait être un fonds qui suit exactement le CAC 40. Vous voyez, il prend exactement la proportion d'entreprises qu'il y a dans le CAC 40 et vous allez avoir exactement la proportion du CAC 40. Vous ne cherchez pas à battre le marché, vous ne cherchez pas à avoir des bonnes idées d'investissement, vous cherchez juste à investir en bourse et à diversifier. Et ça, si vous voulez, ces fonds-là ont un succès croissant depuis 20 ans. Et si vous voyez le morceau rouge, en fait, le morceau rouge du graphique, c'est lui, en fait, qui explose depuis. Il y a le morceau rouge, il y a 20 ans, on ne le voit pas. Et aujourd'hui, ça devient une très grosse part. Ça, ce sont des fonds passifs particuliers. C'est ce qu'on appelle des ETF, ça veut dire Exchange Traded Funds. On dit aussi des trackers. Si certains ont peut-être des PEA, ils connaissent peut-être les trackers. En fait, ce sont des fonds passifs, donc qui répliquent la performance d'un indice et qui sont que vous pouvez négocier en bourse aussi facilement qu'une action. Donc, vous pouvez aujourd'hui en bourse, sur un PEA, acheter entre guillemets, acheter le CAC 40 aussi facilement que vous achèteriez une action Renault, Total ou Sanofi ou autre chose. D'accord ? Et donc, ces fonds-là, pour des raisons en fait techniques, se sont énormément développés depuis 20 ans. Aujourd'hui, pour gérer un fonds passif, c'est vraiment facile. C'est-à-dire, vous prenez 3 bons ingénieurs, 3 bons programmeurs, ils vont vous programmer le fait que le fonds réplique la performance de l'indice, et puis c'est terminé. Donc, vous êtes très compétitif en termes de coûts. Alors, ce qui peut vous sembler paradoxal, c'est que je suis en train de vous dire qu'il y a une émergence des fonds activistes, et pour vous expliquer l'émergence des fonds activistes, je parle du succès croissant des fonds passifs. Alors, comment expliquer le lien entre les deux ? En réalité, en relatif, ceux qui perdent, ce sont les fonds actifs traditionnels. Les fonds actifs traditionnels sont des fonds, vous vous souvenez, les 4 étapes, d'accord ? C'était je sélectionne, j'entre au capital, je mène mes actions de gouvernance, ça c'est pour les activistes, et ensuite je ressors. Et bien, le fonds actif traditionnel, il sélectionne les titres, il rentre au capital et puis il ressort, mais il ne joue pas son rôle de gouvernance. D'accord ? Donc, ce sont des fonds qui avaient pour but, pour stratégie, de battre le marché. Donc, le principe du fonds actif traditionnel, c'est je recrute des analystes financiers que j'espère performants et j'essaye de battre le marché. J'essaye de faire mieux que le CAC 40, par exemple, sur la France. Le problème, c'est que battre le marché régulièrement pendant plusieurs années, c'est de plus en plus difficile. D'accord ? Et ça nécessite de trouver des analystes financiers performants, ces gens-là coûtent cher, etc. Donc, ça veut dire que si vous voulez être compétitif en tant que fonds actif, non seulement il faut battre le marché régulièrement, mais il faut le battre suffisamment pour couvrir les frais que vous avez en plus par rapport au passif. D'accord ? Donc, avec tout ça, les fonds actifs traditionnels ont de plus en plus de mal à lutter. Et du coup, une partie d'entre eux ont basculé dans ce qu'on appelle l'activisme. C'est-à-dire, il faut qu'on fasse encore mieux. Il faut qu'on fasse encore mieux que ce qu'on faisait en choisissant simplement bien les titres financiers. Et pour ça, il faut qu'on soit actif aussi dans la gouvernance. Et donc, alors évidemment, il y a encore plus de frais, mais pour le coup, il y a beaucoup plus de performance. Et ça justifie l'émergence des actifs. Il y a un autre élément qui fait le lien entre les passifs et les activistes. Si je reprends peut-être une seconde, si ça marche, oui.
BlackRock, d'accord, fonds passifs. Les fonds passifs sont devenus très importants. Là, vous voyez, BlackRock, c'est un fonds passif, il a 5,9% de Sanofi. Alors, les fonds passifs, eux, ils se font concurrence entre eux par les coûts. L'objectif du fonds passif, c'est d'être le moins cher possible. Ce n'est pas de battre les autres, puisque de toute façon, il veut juste répliquer la performance du marché. Donc, il ne va pas faire l'effort. Il ne va pas faire l'effort de surveiller les dirigeants de Sanofi, de trouver des bonnes idées, etc. Parce qu'il ne va pas être d'accord pour dépenser pour cela. Par contre, le jour où un activiste viendrait chez Sanofi ou ailleurs, avec des idées et arriverait à convaincre ce fonds passif que ce sont des idées qui peuvent faire monter le cours, si le fonds passif a juste à voter en assemblée générale pour aller avec lui, en général, il va le suivre. Donc, bien souvent, les fonds passifs qui sont au capital des entreprises ont tendance, quand un activiste arrive, à suivre l'activiste. Donc, ils sont une sorte de force de levier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si par exemple, un fonds activiste arrive et prend 6% de Sanofi, et ben avec s'il y a BlackRock qui le suit, ils ont déjà 12%. Et 12%, c'est déjà plus que le majoritaire. D'accord? Donc, pour synthétiser cette idée générale, la causalité, alors il faut toujours se méfier quand on parle de causalité en finance ou en sciences sociales en général, mais la causalité quand même que je propose, qu'on observe, hein, c'est la chose suivante, des progrès technologiques qui favorisent les fonds passifs, d'accord, qui les rendent très compétitifs par rapport aux actifs. Et ce succès croissant des fonds passifs a deux effets. Premièrement, ils rendent les fonds actifs traditionnels moins performants. Donc, ils les incitent à rechercher encore davantage de performance en basculant dans l'activisme. Et deuxième effet, c'est qu'avec des fonds passifs présents au capital des entreprises, les activistes, avec un petit pourcentage, savent que dans bien des cas, ils pourront s'appuyer sur ces fonds passifs pour imposer leurs décisions. D'accord? Donc, en fait, ce n'est pas un paradoxe de voir en même temps le succès des passifs et le succès des activistes. Okay? Et tout ceci se fait en fait au détriment en pourcentage des fonds actifs traditionnels. Alors, une question importante, les activistes créent-ils de la valeur? Ça va permettre de parler en quelques mots de techniques de recherche en finance. Quand on se pose la question en finance de savoir si un événement crée de la valeur, on fait ce qu'on appelle une étude d'événement. Alors, une étude d'événement, ça consiste à, le jour de l'événement, regarder quelle est la réaction du cours de bourse. La difficulté, c'est qu'on ne peut pas isoler les événements en finance. C'est-à-dire qu'il se passe tous les jours plein de choses en même temps. Donc, c'est difficile d'attribuer un mouvement de bourse à un événement qui a lieu un jour donné. Donc, ce qu'on fait, en fait, il y a des modèles qui existent et qui nous permettent de prévoir. Par exemple, là, je vous donne l'exemple de Pernod Ricard. D'accord? Vous avez le cours de bourse de Pernod Ricard. On a des modèles qui permettent de prévoir tel jour, quel aurait dû être normalement le mouvement de cours de bourse de Pernod Ricard s'il ne s'était rien passé de spécial. Parce que quand il ne se passe rien de particulier, les actions bougent quand même. D'accord? Tous les jours, les actions de toutes les entreprises bougent, même quand il n'y a aucune information pertinente qui tombe sur cette entreprise. Pourquoi ça bouge quand même? Parce que vous avez par exemple des informations macroéconomiques qui font bouger toute la bourse. Donc, des fois, vous avez tous les cours de bourse qui montent en même temps, même quand il n'y a pas une nouvelle qui touche spécifiquement l'entreprise. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des modèles qui nous permettent de calculer, compte tenu des spécificités de l'entreprise et de ce qui s'est passé en bourse ce jour-là, ce qu'on appelle un rendement normal, c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est-à-dire le rendement normal, c'est quelle aurait dû être la performance boursière de cette entreprise ce jour-là s'il ne s'était rien passé. Et donc, on mesure ça c'est le rendement normal. Et puis, on compare le rendement normal avec le rendement effectif. On dit, voilà, le cours de bourse, il a fait 7%, il a fait plus 7%. Normalement, il aurait dû faire plus 3%, parce que tout a monté ce jour-là. Donc, dans ce cas, on ne va pas dire c'est l'événement, on ne va pas attribuer les 7% à l'événement, mais on va attribuer les 4% supplémentaires à l'événement. On va dire, voilà, si c'était rien passé, d'après mon modèle, le cours de bourse aurait dû faire tant. En fait, il fait plus, et c'est ce plus que l'on attribue à l'événement considéré. Bon. Alors, pour les activistes, il y a quelque chose qu'on n'a même pas regardé. C'est quelle serait la réaction boursière. Alors, peut-être certains l'ont fait, mais on sait ce qu'ils ont trouvé. Quelle serait la réaction boursière au moment où les changements ont lieu, au moment où les dirigeants mettent en place la nouvelle stratégie qui a été voulue par les activistes, etc. Pourquoi on ne regarde même pas? Parce qu'on connaît la réponse, on ne trouvera rien. Et pourquoi on ne trouvera rien si on regarde ça? C'est parce que la finance anticipe l'économie. D'accord? Les mouvements de bourse anticipent toujours
la réalisation des réformes dans une entreprise. Ce qu'on a fait par contre dans les années, les premières études sur l'activisme qui sont dans les années à peu près 2005 par là, on s'est dit non, évidemment, on va regarder au moment de l'annonce des changements, c'est-à-dire on va regarder au moment où l'activiste dit voilà, moi j'exige ça, ça, ça et ça. Et là, à ce moment-là, les marchés se disent bon, l'activiste il a une forte chance d'obtenir gain de cause. Donc, quand les changements auront lieu, ça va créer, l'entreprise va être plus performante sur le long terme, etc. J'attends pas le long terme, je n'attends pas que les résultats soient là, j'achète tout de suite. Et le cours de bourse augmente tout de suite. Donc, on s'attend à ça. Donc, on observe. Et en fait, les premiers résultats sur l'activisme, sur les fonds activistes, étaient extrêmement mitigés. C'est-à-dire qu'en général, ce qu'on trouvait, c'était que la réaction boursière qu'on observait était trop faible pour être statistiquement significative. Vous voyez, parce que le problème, c'est que comme il se passe plein de choses, si vous dites j'observe une rentabilité, même anormale, hein, même en faisant ce que je vous ai expliqué, mais que en fait en moyenne ça fait plus 1% par rapport à ce que ça devrait, 1% c'est un peu epsilon sur une. C'est très difficile de dire après que c'est statistiquement significatif. Il faut qu'on voit un mouvement fort pour pouvoir vraiment oser parler un petit peu de causalité. Et là c'était ça, on trouvait un petit mouvement mais qui était tellement faible que beaucoup de ces articles concluaient au fait finalement les activistes n'y créent pas beaucoup de valeur. Et puis il y a eu un article qui est arrivé ensuite en 2008 dans le Journal of Finance, qui est le premier très très gros article vraiment de référence sur les activistes, qui a dit mais en fait on regarde encore trop tard. On regarde encore trop tard quand on regarde le moment de l'annonce des changements. Le moment pertinent, celui où il faut regarder, c'est celui où l'activiste rentre au capital. Et donc là, c'est ce que vous avez. Cours de bourse de Pernod Ricard, le mouvement, c'est au moment de l'entrée d'Elliott, c'est-à-dire au moment où l'activiste rentre au capital et où cette information est connue par le marché. Dès que le marché est au courant que l'activiste, Elliott en l'occurrence, c'est le plus grand fonds activiste du monde aujourd'hui. Quand le marché apprend que Elliott est arrivé au capital de Pernod Ricard en 2018, ils n'attendent pas de savoir ce que veut Elliott, ils attendent donc encore moins que des changements soient mis en œuvre. L'information simplement, Elliott est rentré au capital de Pernod Ricard, fait réagir très fortement. Et là, l'article de 2008, il montre des réactions boursières de l'ordre de 7% en moyenne, hein, c'est-à-dire vraiment énorme, et là très très significatif au niveau statistique. Donc ça veut dire que la clé, donc la réponse à crée-t-il de la valeur, la réponse est oui. Il faut regarder au bon moment, c'est-à-dire il faut regarder vraiment dès le départ. Après, il y a d'autres sujets sur les activistes, sur est-ce qu'ils sont court-termistes ou pas. Là, c'est plus discutable les études. Mais la plupart des études montrent qu'il n'y a pas vraiment de court-termisme, c'est-à-dire que la valeur qui apparaît au moment de l'entrée du fonds est maintenue ensuite sur le long terme. Bon. Mais ce sont des sujets, évidemment, qui sont travaillés encore en ce moment. Alors, l'expression fonds vautour, en fait, c'est une expression qu'on retrouve un peu dans la presse généraliste ces derniers temps, qu'on parle des activistes. On l'utilise probablement par souvenir de fonds. Alors, ça existe toujours, les fonds vautours, mais on en parlait beaucoup, surtout dans les années 80 et 90. Qu'est-ce que c'était les fonds vautours? C'était des fonds qui visaient des entreprises en grande difficulté, au bord de la faillite ou en situation de faillite, qui les rachetaient donc pour presque rien, et puis qui séparaient les actifs, qui prenaient ce qui les intéressait et se débarrassaient du reste. Et puis voilà, ne laissait que des miettes à la fin, mais avait pu se nourrir sur les restes de cette entreprise. On disait vautour parce que c'était assez péjoratif, c'était une façon de dire, ce sont des gens qui font leur business, qui font leur succès sur le malheur des autres. En fait, ça existe les fonds vautours, mais ce n'est pas adapté comme métaphore pour les activistes. Parce que quand on s'intéresse, quand on regarde quelles sont les cibles des activistes, les activistes ciblent tout le monde. Et les activistes ciblent parfois des entreprises en difficulté, mais très souvent aussi des entreprises qui vont bien. Et même quand on regarde statistiquement, il y a plus d'entreprises qui vont bien, ciblées par les activistes, que d'entreprises peu performantes. En moyenne, donc c'est une moyenne, il y a vraiment de tout ciblé par les activistes, mais en moyenne, les entreprises qui sont plutôt plus performantes sont un peu plus ciblées par les activistes que les autres. Donc le vautour n'est pas adapté. Alors si on veut vraiment une métaphore animalière, la bonne métaphore animalière, me semble-t-il, c'est de parler du loup. Ce sont des fonds loups, en fait.
Alors pourquoi le loup? Déjà parce que cette idée qu'aucune cible ne peut se prétendre complètement à l'abri. Ils aiment bien la chair fraîche, ils aiment bien les entreprises en mouvement, ils aiment bien les cibles en mouvement. Alors là, en l'occurrence, la proie, étant donné qu'ils laissent normalement l'entreprise en meilleur état que les vautours, la proie, ce serait plutôt les dirigeants que l'entreprise elle-même. Puisque l'objectif, là, ce n'est pas de dépecer l'entreprise, c'est au contraire, c'est qu'elle soit plus performante, parce que n'oubliez pas qu'ils veulent revendre et ils veulent revendre plus cher. Donc, pour revendre plus cher, il faut qu'il y ait des acheteurs. Et pour qu'il y ait des acheteurs qui veuillent bien revendre plus cher, il faut laisser l'entreprise en bon état après la campagne activiste. Donc, voilà, donc la cible, ce serait plutôt les dirigeants. Et l'autre raison pour laquelle les loups sont adaptés, c'est que les activistes aiment bien chasser en meute. C'est-à-dire que quand vous avez un activiste qui repère une proie, il aime bien appeler ses petits copains activistes pour venir ensuite aider au capital, et puis pousser pour être plus nombreux, etc. Parce que vous voyez que comme ils sont petits, plus ils se mettent nombreux, plus ils ont des chances d'arriver à leur fin et d'obtenir les changements réclamés. Alors, comment font-ils concrètement? On a expliqué pourquoi ils avaient émergé, le fait qu'ils s'appuient sur les passifs, mais concrètement dans les stratégies. Là, on pourrait passer beaucoup de temps là-dessus, donc on va juste donner quelques exemples parce qu'en réalité, les stratégies sont extrêmement diverses et elles sont souvent liées, c'est ça qui est intéressant, elles sont souvent liées à la personnalité du dirigeant du fonds. C'est-à-dire chacun a un peu sa façon de faire, sa stratégie, etc. La star absolue des activistes, certains disent que ça a été le premier actionnaire activiste, c'est Carl Icahn. Bon, Carl Icahn, c'est une grande star, c'était déjà une star dans les années 80. C'est le personnage qui a inspiré Gordon Gekko, qui est un des personnages du film Wall Street d'Oliver Stone, qui est sorti en 87. Bon. Donc, c'est vraiment, Carl Icahn, c'est vraiment la star parmi les stars. C'est un monsieur un peu âgé maintenant, c'était déjà une star dans les années 80. La spécificité de Carl Icahn, si vous voulez, c'est justement de jouer sur sa notoriété. C'est-à-dire que quand il arrive, il le fait savoir. Il le fait savoir bruyamment. Et quand vous savez qu'il y a Carl Icahn qui est entré au capital, on se méfie. Ceux qui ont vu le film Gordon Gekko, ils savent que le personnage peut être assez impressionnant. Exemple, Carl Icahn était rentré en 2013, 2014, 2013, je crois. Au capital de Apple, il avait pris 1%. Alors 1% de Apple, c'est beaucoup, mais il avait pris 1% de Apple. Et en fait, ce qu'il souhaitait, c'est une des stratégies activistes qui arrive assez souvent. Apple avait, en 2013, ce qu'on peut appeler un problème de riche, c'est-à-dire c'est une entreprise qui a été très performante, qui a généré beaucoup de trésorerie. Et à un moment, avoir trop de trésorerie, ça peut être néfaste. D'accord, parce que la trésorerie est pas bien, est mal utilisée, mal placée, etc. C'est de l'argent qui dort. Bon. C'est inefficace déjà macroéconomiquement, parce qu'à côté de ça, vous avez des entreprises qui ont besoin de se financer. Et puis, ça peut être inefficace aussi du point de vue de l'entreprise, parce que parfois, les dirigeants qui ont trop de trésorerie, ils ont tendance à faire des bêtises à faire des acquisitions qui ne sont pas forcément bonnes, etc. Et donc, ce qu'ils souhaitaient, c'était que Apple réduise sa trésorerie. Alors, pour ça, il y a plusieurs techniques, rachat d'actions, dividendes, des choses comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que Carl Icahn, quand il a pris position chez Apple et qu'il a annoncé qu'il avait 1%, avant même qu'il dise ce qu'il voulait, alors tout le monde se doutait que c'était ça qu'il voulait, parce que le problème d'Apple, c'était ça. Apple, c'est une entreprise qui allait très bien, mais le problème, entre guillemets, d'Apple, c'est qu'ils avaient trop de trésorerie. Ça peut sembler étonnant dit comme ça, mais ça peut être un problème au bout d'un moment d'avoir trop de trésorerie. Et donc, on savait que c'était ça qu'il voulait. Et simplement, quand il a annoncé qu'il était rentré chez Apple, les dirigeants d'Apple n'ont même pas attendu les demandes de Carl Icahn. Ils ont changé leur politique financière. Ils ont annoncé un programme de rachat d'actions, de dividendes. Évidemment, ils ont dit que c'était sans aucun lien avec l'arrivée de Carl Icahn. Et Carl Icahn, qui a quand même voulu mener sa campagne, ensuite a demandé un peu plus. Ce un peu plus ne lui a pas été accordé, c'est-à-dire qu'il n'a pas obtenu la majorité des voix à l'Assemblée générale. Et ce qui a permis aux dirigeants d'Apple de dire que finalement, il a perdu. Mais en réalité, il a gagné. C'est-à-dire qu'en réalité, avant même qu'ils le demandent, ils ont fait plus de la moitié de ce qu'ils voulaient. Et puis, quand il est ressorti, il a été gagnant largement financièrement sur cette opération. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que Carl Icahn, parfois, n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Avant même, dès qu'il entre, les dirigeants, 1%, Carl Icahn à 1%, on exécute. Vous avez le style Barry Rosenstein. Alors, Barry Rosenstein, c'est plutôt rapidité et discrétion. D'accord, c'est quelqu'un qui aime bien rester pas très longtemps, agir en coulisses.
il avait, dans une opération avec une entreprise américaine, il avait fait en sorte que cette entreprise soit rachetée. Il pensait qu'elle devait être rachetée. Il a fait en sorte qu'elle ait été rachetée par Amazon, en fait. Et il a œuvré assez discrètement et très rapidement là-dessus. Donc, vous voyez, c'est un peu par rapport à Carl Icahn, lui, il préfère être discret et rapide. C'est un autre style. Par contre, il est très, très redouté aussi. Il s'est même fait pas mal d'ennemis, en fait, dans le monde de la finance. Il y a vraiment certains dirigeants qui ont eu affaire à lui et qui disent Barry Rosenstein, c'est vraiment un des plus féroces, quoi. C'est vraiment, vraiment. Il est à la hauteur de Carl Icahn à ce niveau-là, même s'il fait peut-être moins parler de lui dans les médias. Daniel Loeb, alors lui, ce qu'il aime bien, Daniel Loeb, sont les lettres publiques, les lettres ouvertes. C'est-à-dire que Daniel Loeb, sa spécialité, c'est j'arrive au capital, et puis au moment où je suis entré au capital, je fais une liste. En fait, j'écris une lettre ouverte aux dirigeants, mais aussi aux actionnaires, et puis qui paraît dans la presse, donc une lettre ouverte vraiment à tout le monde, une lettre vraiment publique, dans laquelle je dis voilà, niveau stratégie, il faut faire ça, 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 ça. Niveau gouvernance, il faut changer tout ça, etc. Détaillé. Évidemment, c'est préparé en amont, c'est-à-dire qu'il a des équipes qui sont spécialisées dans le secteur considéré et qui, avant même qu'il entre au capital, ont préparé tout ça. Et donc, pourquoi ça marche? Parce que vous avez Daniel Loeb qui arrive, d'accord, lui-même, il a peut-être 5%, mais tous les autres actionnaires, en particulier les minoritaires, les passifs, etc., quand ils le voient arriver, ils se disent, il a tout préparé, il a vraiment un plan détaillé. Donc, OK, il est là depuis un mois, mais en réalité, il pense à ça depuis longtemps et il a vraiment des idées de création de valeur, il a travaillé là-dessus, etc. Donc, il veut convaincre avec ça, en fait. Il veut convaincre la majorité avec ça, par des lettres publiques. Donc, c'est quelqu'un qui essaye de convaincre la majorité comme ça. Et puis, il y a Paul Singer. Alors, Paul Singer, c'est le patron du fonds Elliott dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le plus grand fonds du monde actuellement. Paul Singer, il a un parcours de juriste, en fait. Au départ, il a fait des études de droit. Il s'est mis à la finance un peu sur le tard. Et en fait, son parcours de juriste explique son style d'activiste. C'est-à-dire que systématiquement, enfin quasiment systématiquement, il va utiliser les armes juridiques pour arriver à ses fins. Donc, par exemple, il n'hésite pas à faire des procès quand il estime que par un procès, il va obtenir gain de cause sur tel et tel point de sa bataille activiste. Ou alors, il utilise des failles réglementaires. Par exemple, c'est ce qu'il avait fait sur une entreprise pharmaceutique allemande qui s'appelait Stada. C'est une entreprise qui était en train d'être achetée. D'accord ? Il y avait une OPA sur cette entreprise. Et il avait remarqué que par rapport aux règles spécifiques des OPA en Allemagne, il avait la possibilité, en achetant une petite partie minoritaire de Stada, de faire bloquer l'opération. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Évidemment, en faisant bloquer l'opération, ça veut dire que vous devenez incontournable. Donc, l'OPA qui devait se dérouler facilement, etc., d'un coup, on ne pouvait plus faire l'offre publique d'achat, c'est-à-dire le rachat de Stada. On ne pouvait plus la faire sans Paul Singer. On avait besoin de sa minorité. Et évidemment, ça lui permettait ensuite de négocier cette minorité d'actions à un prix très élevé. Donc voilà, là, vous avez 4 exemples. Il y a plein d'autres stratégies, mais c'est pour vous montrer cette diversité. D'accord ? Donc, il y en a qui font beaucoup de bruit, il y en a qui sont plus discrets, il y en a qui font appel à l'opinion publique, il y en a qui font appel au droit. Et puis, souvent, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Là, j'ai mis ces 4-là parce que ce sont peut-être les 4 plus célèbres, en tout cas les 4 parmi les plus célèbres. Et puis, ils ont des stratégies assez différentes, tous les 4. Alors, évidemment, face à tout ça, le régulateur se pose des questions. Est-ce qu'il faut réglementer? Si oui, comment? Est-ce qu'il faut durcir les lois sur les activistes? Est-ce qu'il faut favoriser l'activisme ou au contraire le freiner? Des questions comme ça, d'accord? Déjà, il y a un principe général, c'est parce que vous voyez que la difficulté, c'est de savoir, par exemple, dans le cas de Danone que je prenais en introduction, Bluebell Capital, en fait, on ne sait pas combien ils ont de Danone parce qu'ils sont en dessous de 5%. D'accord ? Donc, on ne sait pas. Donc, si l'information n'avait pas été donnée, peut-être qu'on ne saurait toujours pas qu'ils sont au capital de Danone et qu'ils préparent. Oui, c'est ça, de Danone, et qu'ils préparent quelque chose. En fait, on a 2 droits qui s'opposent. Si vous êtes actionnaire mettons, de Total, okay, pour parler de différentes entreprises, vous avez droit à l'anonymat. Si vous avez 3 actions Total, vous avez droit à ce que votre voisin, à ce que moi, à ce que, je ne sais pas, même votre banquier, normalement, ne soit pas au courant. D'accord ? Vous avez le droit à l'anonymat, le principe de la société anonyme. On ne connaît pas le nom
individuellement de tous les actionnaires. Mais quand vous êtes actionnaire, vous avez aussi un droit à l'information. Vous avez le droit de savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Or, si vous avez 3 actions totales, votre droit à l'anonymat l'emporte. Ce n'est pas une information pour moi de savoir que vous avez 3 actions totales. C'est une information sur vous éventuellement, mais ce n'est pas une information sur l'entreprise totale. Par contre, si vous commencez à avoir 15% de total, alors là, savoir qui vous êtes et ce que vous voulez, ça devient une information pour moi en tant qu'actionnaire. Et donc, il y a un moment où mon droit à l'information en tant qu'actionnaire l'emporte sur votre droit à l'anonymat en tant qu'actionnaire aussi. Donc, il y a une histoire de seuil et de délai qui est assez compliquée. Alors, sur l'aspect réglementaire, il y a en réalité les 2 phases de l'activisme qui peuvent être réglementées. Il y a la phase d'acquisition, le moment où ils achètent et où ils doivent déclarer. Et puis, il y a cette phase de gouvernance, c'est-à-dire cette bataille, en général, entre eux et les dirigeants en place, par communiqué, parfois c'est devant les tribunaux même, mais ça peut être une bataille pour essayer de convaincre, est-ce qu'il faut suivre l'activiste ou pas, est-ce qu'il faut changer les dirigeants ou pas, etc. Alors, cette deuxième partie, ce qu'on va appeler la phase de gouvernance, la lutte pour le contrôle de l'entreprise, la réglementer n'est pas simple parce que vous avez des arguments des 2 côtés. Moi, je vais essayer de vous donner les arguments des 2 côtés et puis chacun se fera évidemment sa propre idée. L'argument du côté des dirigeants d'entreprise, c'est le suivant. C'est de dire, en fait, on est défavorisé par rapport à l'activiste parce qu'en tant que dirigeant d'entreprise, notre parole est, pour le coup, fortement réglementée. C'est-à-dire que c'est vrai qu'un dirigeant d'entreprise, il connaît des informations que ne connaît pas forcément le marché. Et donc, quand vous êtes dirigeant d'entreprise, vous n'avez pas le droit de tout dire. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. Et certains dirigeants se plaignent de ça. Ils disent, le problème, c'est que les activistes, ils arrivent, ils ont tout le droit de dire. Ils ont le droit de dire qu'on est mauvais, ils ont le droit de dire que la stratégie n'est pas bonne, ils ont le droit de dire qu'on aurait dû faire comme ci, comme ça, etc. Et si nous, on a une autre vision, on a des arguments à leur opposer, parfois, on ne peut pas le faire parce qu'on est bloqué par des règles qui nous obligent à une certaine confidentialité. Donc ça, c'est l'argument qui tendrait à dire qu'il faudrait peut-être limiter le pouvoir dans cette phase-là des activistes et permettre aux dirigeants de répliquer. D'accord ? Mais il y a un argument aussi dans l'autre sens. Et c'est l'argument qui est utilisé par les activistes. Les activistes, ils disent, en fait, la différence, c'est que nous, quand on fait des propositions, c'est avec le travail qu'on fait pour faire des propositions, etc., c'est avec nos analystes, nos stratèges, nos spécialistes, et donc c'est avec l'argent du fonds. C'est le fonds qui a travaillé pour avoir des bonnes idées, pour créer de la valeur. Les dirigeants, l'argent de l'entreprise, ce n'est pas leur argent, c'est l'argent des actionnaires. Donc certains fonds disent, en réalité, quand le dirigeant en face de nous combat nos idées, il le fait avec les moyens qui lui sont donnés par les actionnaires, c'est-à-dire nous, puisqu'on est aussi actionnaires, et aussi les minoritaires, mais de toute façon, l'activiste dit, nous, on défend les minoritaires. D'accord ? Donc, il y a cet argument-là de dire que finalement, mais le dirigeant, il ne devrait pas utiliser les moyens de l'entreprise, c'est-à-dire des actionnaires en réalité, qui sont les propriétaires indirectement, pour lutter contre l'activiste, parce que ce n'est pas l'argent des dirigeants. Okay ? Donc, vous voyez, il y a les 2 arguments qui peuvent tous les 2 s'entendre. Et il faut essayer de trouver un équilibre là-dedans. Mais en réalité, la question clé vraiment réglementaire, c'est au moment de l'acquisition. Vous avez vu tout à l'heure dans l'exemple de Pernod Ricard, c'est la phase clé en fait de l'activisme, c'est la phase d'acquisition. Et donc, c'est cette question à partir de quand il faut rendre public. Alors, la règle générale dans beaucoup de pays du monde, c'est à partir de 5%. À partir du moment où vous avez plus que 5%, votre droit à l'anonymat doit s'effacer devant le droit à l'information des autres. Okay, parce qu'on estime qu'à 5%, vous devenez important, etc. 5%, on pourrait dire, et je pense qu'on peut d'ailleurs le dire, qu'aujourd'hui, avec les activistes, on le voit dans le cas de Bluebell Capital, c'est probablement un peu élevé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'avec 2-3%, vous voyez, Carl Icahn, avec 1% de Apple, il les a fait basculer, et c'est Apple. D'accord ? Donc 5%, on peut déjà penser que c'est un petit peu élevé. Mais il y a une autre question aussi, il n'y a pas simplement le seuil, il y a aussi le délai. Au bout de combien de temps vous devez déclarer ? En France, et c'est la règle moyenne en Europe, c'est 4 jours. Donc 5%, 4 jours, c'est la règle en Europe. En Europe, on peut aller plus loin, donc il y a des pays qui vont un peu plus loin, 3% en Allemagne, c'est jusqu'à, je crois, 2% en Angleterre. Au Portugal, c'est jusqu'à 2%.
pour les droits de vote. Et sur le délai, voilà, c'est souvent 4 jours, mais c'est 2 jours, par exemple, en Australie. Donc, voilà, c'est 4 jours aussi en Allemagne. Donc, il y a cette histoire de délai. Aux États-Unis, je ne sais pas si vous arrivez à voir au milieu de la slide, aux États-Unis, c'est 5% et 10 jours. C'est-à-dire qu'en fait, parmi tous ces pays-là, c'est de loin la règle la plus laxiste. C'est 5%, donc c'est déjà le niveau plutôt haut, et c'est 10 jours de délai de déclaration. Et cette règle, elle date de 1968, c'est-à-dire que c'est une règle qui date d'il y a plus de 50 ans. Alors, en 1968, 10 jours, c'est peut-être le temps de se rendre compte qu'on a 5% des droits de vote de l'entreprise, de rédiger la lettre et puis d'informer le marché. Donc, ça peut peut-être se justifier. 10 jours dans les marchés financiers d'aujourd'hui, je pense que vous avez tous conscience que c'est vraiment très long. C'est une éternité. D'accord ? Donc, il y a un débat. Est-ce qu'il faut raccourcir ou pas ce délai ? Ce qu'on sait, il y a des arguments dans les deux sens. Ce qu'on sait, c'est que ces 10 jours, en fait, ils sont utilisés par les fonds pour continuer à se renforcer. L'idée, c'est la suivante. Si vous êtes un fonds activiste et que vous voulez 8%, d'accord, votre cible, c'est d'avoir 8% du capital, et vous êtes aux États-Unis, évidemment, vous n'allez pas acheter 5%, attendre les 10 jours, faire votre annonce, constater que le cours de bourse a considérablement monté, et à partir du moment où le cours de bourse a monté, acheter les 3% qui restent. Vous allez utiliser ces 10 jours pour continuer à accumuler des titres. Et vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Donc, ça veut dire que quand vous déclarez, en réalité, vous n'avez pas 5%, vous avez peut-être déjà les 8%. Ça revient un peu comme si, finalement, le seuil était à 8%. D'accord ? Et donc, vous accumulez des titres pendant ces 10 jours. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Je veux dire, c'est un fait observé. Tout le monde est d'accord sur le fait que les fonds activistes font ça. Mais la question est de savoir, est-ce qu'il faut les laisser faire ou pas ? Alors, vous avez un argument en faveur du laisser-faire. L'argument en faveur du laisser-faire, qui est défendu par un certain nombre de chercheurs en finance, c'est de dire, finalement, la valeur qui est créée, la hausse du cours de bourse qui va arriver, pourquoi elle a lieu ? Elle a lieu à cause de l'action des activistes. Donc, c'est les activistes qui font monter, qui créent de la valeur, finalement. Donc, en leur permettant pendant 10 jours de continuer à accumuler des titres, entre guillemets, pas chers, c'est-à-dire avant que le cours ait monté, vous leur permettez simplement de capter à leur profit une partie de la valeur qu'ils vont créer. Et donc, si vous raccourcissez le délai, je vous donne leur argument. Je ne dis pas que je le partage forcément, mais c'est un argument à entendre. Donc, si vous raccourcissez le délai, ils ne viendront plus ou ils viendront moins. Et vous vouliez protéger les minoritaires, mais en fait, vous ne les protégez pas parce que vous aurez moins d'activistes. Et les activistes, c'est bon pour les minoritaires parce que ça augmente la valeur de leurs actions. Ça, c'est l'argument. Et puis, vous avez un argument en face qui est de dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe pendant ces 10 jours ? Pendant ces 10 jours, le fonds qui continue à acheter des titres, il l'achète à des gens qui vendent, bien sûr. Et il y a une asymétrie d'information énorme entre celui qui achète et celui qui vend. C'est-à-dire que le fonds qui achète, il sait qu'il va annoncer dans 10 jours. Donc, il sait que dans 10 jours, le cours va monter de 5%. Celui qui vend, il n'est pas au courant de ça, sinon il ne vendrait pas à ce prix-là, il ne vendrait pas maintenant à ce prix-là. Donc, vous avez des opérations pendant 10 jours avec une sacrée asymétrie, avec un acheteur qui a un avantage informationnel sur le vendeur. Et ça, il y a un certain nombre de juristes qui argumentent en disant on ne doit pas accepter ça. On doit même pas réfléchir en termes d'avantages-inconvénients. C'est-à-dire, il y a certains qui défendent vraiment à l'inverse des autres, et puis il y a des positions nuancées entre les deux, mais qui disent non, la transparence, ça ne doit pas être un objectif. La question n'est pas de savoir est-ce que je dois avoir plus ou moins de transparence pour favoriser plus ou moins les activistes, etc., et que l'économie fonctionne mieux. Ils disent la transparence, c'est un objectif en soi. Vous devez avoir un marché transparent, vous devez, à partir du moment où quelqu'un achète et quelqu'un vend des actions, il faut que ces deux personnes soient également informées si possible. D'accord ? Cette chose-là ne devrait même pas se discuter en termes d'avantages et inconvénients. Donc ça, c'est l'argument inverse, l'argument de ceux qui voudraient considérablement raccourcir le délai, le faire passer à 1 jour. Et c'est même des gens qui disent qu'il faudrait que le délai soit de 1 jour. Et en plus, une fois que vous avez franchi 5%, tant que vous n'avez pas annoncé, vous n'avez pas le droit de continuer à acheter. Vous devez attendre que l'annonce ait lieu pour continuer à acheter. Donc, c'est vraiment bloqué à 5%. Donc, voilà, vous avez ce débat des 5%, des 10 jours, etc. Quel est le bon seuil, quel est le bon délai pour déclarer pour ces franchissements de seuil de contrôle. Alors, cet élément-là, cette histoire-là peut sembler un débat technique, d'accord ? On est en train de parler du délai
de déclaration et du seuil de déclaration, des franchissements de seuil de contrôle dans les entreprises. Le premier réflexe pourrait être de se dire c'est un débat technique, laissons-le, laissons ce débat aux universitaires, aux spécialistes, aux juristes, etc. Sur le paramètre vraiment technique de la réglementation, probablement est-ce un débat d'experts. Mais la philosophie générale ne peut pas être simplement un débat d'experts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un débat, par exemple, entre financiers et juristes, où le financier va chercher quel est le bon délai, quel est le bon seuil, quel est le bon niveau, on cherche des compromis bien souvent, on cherche des équilibres, on cherche avantages, inconvénients, quel est le bon équilibre. Et si en face, vous avez une partie des juristes qui vous dit non, on n'a pas les mêmes objectifs. La transparence, c'est un objectif en soi. On doit savoir qui fait quoi, etc. On doit savoir qui possède, on doit savoir, on peut pas négocier des titres dans un marché qui n'est pas informé. Et ben, ce débat-là, ça devient un débat sur les objectifs. Et le débat sur les objectifs, ça devient un débat qui ne peut pas être simplement un débat d'experts, mais c'est une question qui nous concerne en tant que citoyens. Quel degré de transparence voulons-nous pour le capitalisme? Et c'est une question qui n'est pas simple. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont on la pose, je pense que si on faisait des sondages ou qu'on interrogeait autour de nous, en fonction de la façon dont on la pose, on n'aurait pas la même réponse. C'est-à-dire que si la question est posée sous la forme est-ce que vous pensez qu'il doit y avoir plus de transparence, qu'on a le droit de savoir davantage sur qui contrôle vraiment les grandes entreprises dans notre pays? Là, je pense que beaucoup de gens diraient oui. Beaucoup de gens diraient c'est trop opaque. On doit savoir qui contrôle. On doit savoir qui prend les décisions quand il y a des décisions de changement de stratégie, parfois de licenciement, parfois de s'orienter dans des business qui peuvent éventuellement être polluants ou je ne sais pas. On a le droit de savoir qui prend ces décisions et que ces entreprises soient pas juste, que les actionnaires ne soient pas juste cachés derrière l'entreprise sans savoir qui prend ces décisions. Donc si on la pose comme ça, beaucoup de gens diront oui, on veut plus de transparence. Maintenant, si on dit est-ce que vous voulez que tout le monde sache ce que vous avez sur votre compte en banque? Parce que là, je pense que beaucoup de gens diront non. C'est-à-dire, parce que si on va jusqu'au bout de la transparence, ça veut dire que si on va vraiment jusqu'au bout, si on dit on doit tout savoir, ça veut dire que quand vous avez 3 actions Sanofi ou Total, il faut que tout le monde soit au courant. Il faut que votre voisin soit au courant, si c'est vraiment ça le but. D'accord? Donc ça, ce serait l'hyper-transparence. Certains souhaitent ça, mais je ne pense pas que ce soit majoritaire. Donc à partir du moment où on ne souhaite pas forcément l'hyper-transparence, mais où en même temps on pense qu'il faudrait davantage de transparence, la question des seuils revient forcément. Il y a forcément une question de seuil, il y a forcément une question de où est-ce qu'on met la limite. La question de l'anonymat, c'est une question qui est vraiment posée en finance. Alors, il y a des gens aujourd'hui, ils sont minoritaires, mais il faut savoir que ça existe, qui défendent l'idée qu'il faut supprimer l'anonymat des actionnaires des sociétés dites anonymes, c'est-à-dire des sociétés cotées. C'est-à-dire qu'il faudrait que les actions soient toutes, comme on dit, au nominatif, c'est-à-dire savoir vraiment qui les possède. Bon, ça, ce serait, avec la technologie actuelle, ce serait envisageable. Ce serait envisageable d'avoir des sociétés cotées et d'aller vers la fin de l'anonymat. Ils ne sont pas très majoritaires, ceux qui défendent ça. Mais c'est pour vous dire que ça peut aller jusque-là. On peut aller jusqu'à dire, finalement, on veut mettre fin à l'anonymat, on veut savoir exactement qui possède quoi, et voilà. Et donc, dans ce cas, transparence totale, etc. Il y a le même débat en politique sur les élus, etc. Ma conviction est que ces questions-là, une fois les questions sanitaires qui nous préoccupent tous en ce moment, etc., une fois que peut-être, espérons-le, elles seront un tout petit peu derrière nous, ou en tout cas, il n'y aura pas uniquement celle-là dans le débat. Moi, je pense qu'en 2022, dans les prochaines grandes échéances, ce sera vraiment au cœur du débat, au cœur des questions économiques. Parce que derrière, il y a cette question qui contrôle les entreprises? Est-ce qu'on a le droit ou pas de savoir qui contrôle les entreprises? Cette question-là, posée comme ça, c'est une question démocratique, c'est-à-dire c'est une question qui concerne les citoyens. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on va faire un référendum sur quel est le bon seuil. Il faut laisser la technique peut-être aux experts. Mais la philosophie générale, il y aura forcément besoin d'un débat démocratique sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Et j'attends vos questions.
Eh bien, écoutez, merci infiniment, Simon Guéguin, pour cette présentation tout à fait complète et passionnante. Je vous l'avais dit, hein, le sujet est technique, mais il est d'actualité. Et effectivement, vous avez rappelé à bon droit à la fin de votre intervention combien il faisait écho à des sujets citoyens. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à poser toutes les questions à notre invité, à notre conférencier. Je le rappelle, il est chercheur spécialisé en finance, il est maître de conférences en finance à l'Institut d'économie et de gestion de Cergy Paris Université. Il est le directeur du master finance, entreprise et patrimoine de Cergy. Il est membre du laboratoire Théma. Il vient de sortir un livre dont on parlera dans quelques instants. Plein de questions, Simon Guéguin, sur le chat du live. J'espère qu'on aura le temps de toutes les traiter. J'en ai aussi quelques-unes. Et je vais d'abord commencer avec une question que je me posais moi-même en vous écoutant sur la nature non juridique des fonds activistes. Vous avez commencé votre intervention en rappelant que ce n'étaient pas des entités juridiques. Est-ce que ça rend pas la lutte justement encore plus difficile, la lutte pour celles et ceux qui s'y opposeraient éventuellement? Est-ce que ces contours flous, juridiquement parlant, rendent encore plus complexe voilà, la bataille qu'on pourrait être amené à livrer contre eux pour celles et ceux qui souhaitent la livrer, cette bataille? Oui, je vous dis oui, probablement. Oui, probablement. La réponse est oui. En réalité, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été définis juridiquement? Alors, je vous interromps juste par Oui, contre, excusez-moi, une fois de plus, si vous pouviez départager arrêtez le partage, votre ce slide. sera Voilà. mieux. Je vous Ok. écoute, pardon. Oui, effectivement. Alors, en fait, effectivement, ils ne sont pas définis juridiquement. Il y a eu des discussions là-dessus, il y a eu des débats là-dessus. On a en France l'autorité des marchés financiers, l'AMF, est très en pointe sur ce sujet-là. On a été plutôt en avance pour un tas de raisons aussi, parce qu'il y a eu une affaire entre LVMH et Hermès il y a quelques années qui a poussé le régulateur français à être plutôt en avance sur cette question-là, même par rapport à l'Europe et encore plus par rapport aux Américains. Et l'AMF, il y a quelques mois, a publié un rapport d'ailleurs sur l'activisme actionnarial. Donc voilà, donc, ils parlent explicitement, ils utilisent le mot fonds activiste dans le rapport. Mais ils expliquent dans le rapport que, en fait, on peut pas, que c'est trop difficile de les définir juridiquement, parce que ce sont simplement des fonds d'investissement qui finalement jouent le rôle d'actionnaire. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'un fonds est activiste? C'est qu'il va se comporter de cette façon-là. C'est très difficile de dire à partir du moment où vous ouvrez la parole et vous jouez votre rôle d'actionnaire, vous êtes un fonds activiste et on va vous appliquer une réglementation spécifique. Donc, ils expliquent, moi je trouve que le rapport est raisonnable, c'est-à-dire qu'ils expliquent qu'ils ont renoncé, en fait, ils ont renoncé à définir juridiquement ce que c'est un fonds activiste, mais que ça n'empêche pas de réglementer ces deux phases de l'activisme, c'est-à-dire la phase de dialogue et la phase d'entrée au capital. On peut du coup quand même répondre, mais c'est vrai qu'un fonds activiste, ça n'existe pas. Et ça permet, et juste un mot supplémentaire, c'est que ça, par contre, ça pose des problèmes aussi aux chercheurs. C'est-à-dire que quand on fait des recherches sur l'impact des fonds activistes, en fonction de l'échantillon, en fonction de ce que vous appelez un fonds activiste ou pas, voilà, la on définition là-dedans est importante. Voilà, exactement. Question de Robin qui nous demande dans le chat, quel est le nom du modèle qui permet d'estimer la variation de la valeur d'une action en omettant les événements? Question précise. Hein. Alors oui, alors je vais essayer sans trop rentrer dans les. En fait, il y a plusieurs modèles. Le modèle de base un peu canonique, c'est ce qu'on appelle en français le MEDAF, modèle d'évaluation des actifs financiers, ou le CAPM. C'est un modèle, si vous voulez, qui regarde en fonction du risque de l'entreprise, de sa spécificité, de son risque, comment habituellement elle réagit au mouvement boursier. C'est-à-dire, vous avez certaines entreprises qui, quand la bourse fait plus 1%, elles ont tendance à amplifier les mouvements de bourse. Donc, ce qu'on appelle le bêta, s'il y a des étudiants en finance. Donc, si vous avez un bêta plus grand que 1, ça veut dire que vous amplifiez les mouvements de bourse. Et donc dans ce cas-là, on va calculer quel aurait dû être le mouvement de cette entreprise compte tenu de ce qu'a fait la bourse ce jour-là. Et on calcule à partir de ça. En fait, il y a des modèles un peu plus évolués. Le modèle le plus connu, c'est le modèle de Fama French. Ça, c'est pour les étudiants, s'il y en a qui veulent, ou si vous voulez chercher sur Internet. C'est un modèle qui reprend en fait l'idée du CAPM et qui rajoute quelques petites choses. Par exemple, on remarque que les entreprises petites ont tendance à varier un peu plus que les entreprises plus grosses, etc. Donc, on prend en compte tout un tas de choses. On regarde, la clé, c'est de regarder ce qu'a fait la bourse ce jour-là, d'accord? Donc, on regarde ce qu'a fait la bourse ce jour-là, on calcule, compte tenu des spécificités de l'entreprise et du mouvement de la bourse ce jour-là, voilà ce que l'entreprise aurait dû faire si s'était rien passé. Et ensuite, on compare avec ce qui s'est passé.
Question de Fabrice dans le chat du live toujours. N'hésitez pas, hein, si vous nous rejoignez, à poser toutes les questions et commentaires que vous souhaitez. Vous avez le chat, hein, encore une fois, qui est conçu pour ça, pour poser les questions à Simon Guéguin. Ces activistes sont uniquement motivés par le gain, euh, pas au nom de valeurs rebelles comme l'exemple dans les médias cette semaine que vous avez évoqué. Je reformule un petit peu la question de Fabrice dans son sens. Y a-t-il des exemples de fonds activistes qui ne seraient pas guidés par le pur business et une volonté simplement de faire de l'argent, mais qui seraient là pour, de l'intérieur, changer l'éthique, la politique, la stratégie d'une entreprise? Alors la réponse est oui. Des fonds, alors il y a quelques fonds, mais vraiment pas beaucoup et petits, qui font vraiment uniquement ça, c'est-à-dire qui sont uniquement motivés par ce que vous dites. Mais ce qui existe vraiment, et y compris quelques très gros fonds, et d'ailleurs Barry Rosenstein a un fonds qui est orienté vers ça, ce qu'on appelle l'impact investing. L'impact investing, si vous voulez, c'est quand vous cherchez à faire les deux, c'est-à-dire vous cherchez à gagner de l'argent, mais en réfléchissant à votre impact à long terme. Et donc, par exemple, ce qu'avait fait Barry Rosenstein, justement, c'était auprès de Apple aussi. C'était une opération auprès de Apple. Donc, Apple, c'est une entreprise qui a beaucoup de trésorerie, d'accord, mais parce qu'elle a eu du succès. Donc, c'est des problèmes de riches, encore une fois. Et il a poussé, avec un de ses fonds qui a pour but quand même de gagner de l'argent, il a poussé à ce que Apple utilise une partie de cette trésorerie pour financer des études sur comment lutter contre les effets néfastes des écrans sur les enfants. Parce qu'il s'était dit, le problème de Apple, c'est cette image, en fait. Il y a des gens, ils hésitent à acheter un iPad ou quelque chose comme ça parce qu'ils se disent, voilà, mes enfants passent trop de temps, etc. Ils se disent, si Apple eux-mêmes travaillent sur ce sujet, proposent peut-être des façons de réguler le temps d'écran ou des applications qui permettent de mieux gérer ça ou de limiter l'impact nocif, les gens peut-être vont acheter plus finalement de produits Apple. Donc il y a vraiment, c'est ça l'impact investing, c'est-à-dire on cherche à faire des choses positives, mais c'est en même temps dans un souci d'image et de gagner de l'argent. Et ça vraiment, ça se développe énormément. En réalité, si vous voulez, c'est vrai qu'on souvent il y a cette idée, parce que ce que je perçois un peu aussi dans la formulation de la question, c'est de dire, ben, finalement, ces gens-là pensent qu'à l'argent, ils vont faire des choses, etc., et sont les méchants, etc. Et c'est quelque part, c'est vrai. Enfin, je veux dire, on peut défendre ça. Mais en réalité, si on veut avoir des leviers d'action en matière sociale, en matière environnementale, etc., ce n'est pas avec les passifs qu'on va les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Les passifs, il y avait une phrase de François Mitterrand dans les années 80, alors ça remonte, mais c'est une phrase bon, qui, pour les gens qui ont travaillé dans la finance, est restée célèbre. Il avait dit aujourd'hui, avec la finance, on peut gagner de l'argent en dormant. Bon, alors les gens qui étaient en banque d'investissement n'avaient pas du tout apprécié parce qu'ils avaient l'impression, certes, de gagner de l'argent, mais de pas beaucoup dormir par contre. Mais en réalité, les fonds passifs, c'est un peu ce qu'ils font. Les fonds passifs, une fois qu'ils sont programmés, ils gagnent de l'argent en dormant. Et c'est pas eux qui vont, si on veut avoir un basculement vers peut-être une société organisée différemment, vers une prise en compte des enjeux écologiques, etc., finalement, c'est quand même plus les activistes qui ont une chance de peser sur ces questions-là. Donc, est-ce que le problème, c'est vraiment les activistes? Bon, la question se pose. Mais évidemment, oui, l'écrasante majorité des activistes, l'objectif, c'est de s'enrichir, mais comme beaucoup de gens en finance. Quel lien, demande Alté Kameraden, dont je reformule la question, il me pardonnera. Quel lien finalement entre ces fonds activistes et puis ce qu'on appelle le trading haute fréquence, piloté par des machines ou des supercalculateurs qui vont à la nanoseconde pouvoir calculer plein de choses? Est-ce que, je me permets de reformuler la question de cette façon, est-ce que les fonds activistes ont bénéficié de ces nouveaux outils financiers, ou est-ce que finalement, stratégiquement, qu'importe l'outil, c'est la tactique qui compte, et l'un et l'autre ne sont pas connectés? Alors, les activistes eux-mêmes, la réponse serait de dire que ce n'est pas connecté, parce que les activistes eux-mêmes ne travaillent pas comme ça. Les activistes eux-mêmes, le problème n'est pas d'acheter à la bonne milliseconde, etc. Mais le lien quand même que je fais, c'est le lien par le fait que la technique a favorisé les fonds passifs. Parce que par contre, le trading haute fréquence, les négociations à haute fréquence, ça permet, si vous voulez, le fonds passif, ce qu'il cherche, c'est à répliquer vraiment l'indice en temps réel. Et donc, pour ça, on a besoin de réactions très, très, très rapides pour traquer, comme on dit, l'indice, c'est-à-dire vraiment suivre l'indice en temps réel. Les fonds passifs, ils font ça. Et ça, pour ça, vous n'avez pas besoin de former des financiers, vous avez besoin de former des ingénieurs purs et durs, des mathématiciens, des informaticiens, etc., qui font ça. Et comme l'essor des fonds passifs, c'est une partie de la thèse que j'ai développée ici, hein, comme l'essor des fonds passifs
est l'une des causes importantes de l'émergence des activistes, le lien serait celui-là. Mais par contre, ce sont deux choses vraiment différentes. Et moi, si vous voulez, j'allais dire ma vision, mais ce n'est pas ma vision à moi, c'est vraiment la tendance longue qu'on observe. C'est que pour la génération de ceux qui arrivent maintenant et qui veulent travailler dans la finance, on va de plus en plus vers ce genre de dichotomie. C'est-à-dire que vous aurez d'un côté des purs ingénieurs, des informaticiens, etc., qui travailleront sur des programmes, du trading à haute fréquence, etc., et qui n'auront pas besoin de grandes connaissances en finance, mais qui auront besoin d'être très forts techniquement, et qui ne seront pas très nombreux, parce que les machines feront le reste. Et en face, les financiers, étant donné que les actifs traditionnels sont en difficulté, on aura besoin de financiers qui sont non seulement des analystes, comme, j'allais dire, dans l'ancien temps, c'est-à-dire ceux qui repèrent des entreprises qu'il faut acheter au bon moment, mais aussi des gens qui connaissent la stratégie, qui ont des idées de changement, etc., c'est-à-dire qui jouent leur rôle d'actionnaire. Je pense qu'on va aller un peu vers ces deux extrêmes-là, d'avoir un financier qui est très, très impliqué dans l'entreprise, etc., avec des connaissances larges en management, en économie, et à côté de ça, des gens, au contraire, très techniques. En quoi est-ce que les fonds activistes et finalement ce modèle, demande Céline Rebiffet, bouscule-t-il le capitalisme? Est-ce que c'est finalement un produit du capitalisme, les tactiques mises en place par les fonds activistes, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut finalement être son cancer? Là où il bouscule, en tout cas, là où il bouscule, c'est vraiment cette capacité. C'est une histoire de temps, en fait. En finance, tout est histoire de temps et d'information. Et là, on est dans une histoire de temps, c'est-à-dire que l'exemple que je prenais au départ sur Danone, comment avec 2% et sur 2 mois, vous pouvez prétendre changer radicalement la gouvernance d'une entreprise qui est centenaire, etc. Et donc, ça bouscule de ce point de vue-là, parce qu'il y a des positions acquises, il y a des formes de stratégie qui sont… Est-ce qu'ils ne sont pas court-termistes, finalement? C'est une vraie question, ça. Est-ce qu'ils ne sont pas court-termistes? On a envie de répondre non pour la raison suivante. On a envie de répondre qu'ils ne peuvent pas être complètement court-termistes, même quand il reste 6 mois, parce que ce qu'ils veulent, c'est pouvoir revendre cher. Donc, s'ils veulent revendre cher, il faut quand même que quand ils revendent, il y ait quelqu'un qui soit prêt à acheter cher. Donc, le court-termisme est très discutable. Est-ce qu'ils sont vraiment court-termistes? Par contre, c'est vrai que ça veut dire qu'ils peuvent prendre des décisions quand même très vite et puis ils peuvent inciter un peu tout le monde à changer. Si vous voulez, en quoi ça bouscule le capitalisme? Peut-être en tout cas sur l'aspect, est-ce qu'ils en sont le cancer, etc. Est-ce que le problème finalement, ce ne serait pas les passifs? C'est-à-dire que imaginez que vous soyez dans une société, et c'est un peu l'image du capitalisme aujourd'hui, dans laquelle vous ayez de plus en plus de passifs, c'est-à-dire vous aurez une société, imaginez un pays dans lequel les gens se dépolitisent, ne s'intéressent plus. Alors, ce n'est pas simplement au niveau du vote, mais ne participent plus, ne posent plus de questions, ne prennent plus la parole, etc. Et puis, en face, vous auriez des gens peut-être minoritaires qui représentent 2%, 3% de la population, etc., qui, eux, vont imposer des décisions, en tout cas parler plus fort que les autres, etc., et chercher à imposer des décisions. Est-ce que finalement, si on n'est pas content des décisions qui auront été prises, est-ce que finalement on ne doit pas plutôt s'adresser aux passifs? Il y a eu un scandale autour de BlackRock, demande Ziad. Est-ce que c'est quelque chose qui vous évoque quelque chose? BlackRock, il y a eu plusieurs… Alors, je ne sais pas à quoi fait illusion la question, non, c'est difficile. Il y a eu plusieurs histoires autour de BlackRock, oui, effectivement. Alors, c'est compliqué ce genre de fonds parce que c'est pareil, c'est pas défini, actif, passif, etc. Et de temps en temps, ils prennent des décisions. Et, si vous voulez, ce qui est… Alors, je ne sais pas à quoi fait illusion la question, mais je réponds quand même, je dis un mot quand même sur BlackRock. La question des passifs, moi, j'ai déjà entendu, par exemple, un dirigeant d'entreprise expliquer que… alors, ce n'est pas le discours majoritaire. En général, les dirigeants d'entreprise n'aiment pas beaucoup les activistes. Ils disent ces gens-là sont brutaux, ils arrivent, ils veulent tout changer, etc. Mais moi, j'ai entendu un jour un dirigeant d'entreprise qui disait « Mais moi, mon problème, ce sont les passifs. Parce que moi, à mon capital, j'ai 7, 8, 9% de passifs. J'en ai de plus en plus parce qu'ils ont de plus en plus de succès. Ces gens-là ne disent jamais rien. Ce sont ceux qui sont dépolitisés, comme je disais. Voilà, donc, ils ne prennent pas la parole, on ne sait pas ce qu'ils veulent, etc. Mais par contre, ce que je sais, c'est que s'il y a un activiste qui débarque avec 1%, ils vont les suivre, alors qu'ils ne m'ont jamais rien dit jusqu'à présent. Donc, ça pose quand même aussi des problèmes, ces passifs. Donc, ça parle de démocratie interne aux entreprises qui est posée finalement
la manière dont agissent les fonds activistes est possible parce qu'il y a en face une forme d'inertie, une forme d'indécision. Exactement, oui, c'est ce dont je parlais quand on a été coupé, donc je ne sais pas ce qui a été diffusé, mais cette idée que vous avez, donc comme dans un pays où vous auriez des gens qui sont dépolitisés, qui ne prennent plus la parole, et en face, vous avez une minorité agissante. Alors, d'accord, ils représenteraient peut-être 5% de la population, mais si on n'entend que ces gens-là, ils vont finir par convaincre beaucoup de gens, à tort ou à raison, c'est-à-dire ça peut être pour des causes nobles ou pour des causes moins nobles. Et vous savez, parfois on dit, tu n'es pas content de la politique que menée, mais tu n'es pas allé voter la dernière fois et on t'entend jamais. Bon, quelque part, on pourrait retourner ce compliment contre les actionnaires passifs. Et le problème de BlackRock, c'est que de temps en temps, on les entend, mais très tardivement. C'est-à-dire que d'un coup, ils se réveillent et voilà, ils ont 7% et ils basculent dans un camp, alors qu'ils n'ont jamais rien réclamé avant. C'est ça, ce genre de problème. Des scandales, oui, il y en a eu certainement sur BlackRock. Question de Polka 1951. Ça, c'est du pseudo. Bravo pour cette présentation, super claire. Vous avez donné plusieurs exemples de succès, demande l'internaute. L'entrée du fonds activiste ayant apporté de la valeur à l'entreprise et satisfait les fonds passifs. Y a-t-il des contre-exemples, des échecs, soit que le fonds n'ait pu agir, soit qu'ayant agi, les résultats n'aient pas été au rendez-vous, aux grandes dames des fonds passifs ayant soutenu l'activiste? Ouais, c'est une bonne question. Oui, des échecs, il y en a eu. Oui, des échecs, il y en a eu. Et effectivement, quand on regarde la création de valeur, on raisonne toujours de manière agrégée. Et bien sûr, c'est une activité risquée, et comme c'est une activité risquée, il y a des échecs. Il y a des échecs pour plein de raisons, mais déjà pour une raison simple, c'est que vous avez un certain nombre de batailles activistes dans lesquelles vous avez des activistes des deux côtés. C'est-à-dire que vous avez parfois des activistes qui jouent à la baisse contre d'autres qui jouent à la hausse, etc. Donc, il y a des histoires comme ça qui sont des vrais westerns, hein, qui sont vraiment absolument passionnantes, un peu longues à raconter ici, mais qui seraient... Et donc, des fonds, mais y compris Carl Icahn. Hein. Carl Icahn, il a échoué. Alors, je n'ai pas les statistiques. Oui, je vous dirais qu'une opération sur 3 ou 4 est un échec. Hein. Mais ça suffit largement. Ça a plutôt bien marché pour lui. Voilà, exactement ça. Et je crois qu'il fait partie aujourd'hui des plus grandes fortunes du monde. Je ne sais pas combien il est classé, mais voilà, ça va très bien pour lui. Oui, des échecs, il y en a pas mal. Ouais. Allez, je reprends le fil des questions posées en direct par les internautes qui nous suivent. Merci beaucoup pour toutes vos questions, vos remarques très, très pertinentes. Je vous rappelle qu'on est avec Simon Guéguin, qui est spécialiste de finance et qui vient de nous faire une présentation sur les fonds activistes, un sujet à l'intersection de l'éthique et de la technique, si je pouvais le résumer ainsi. Jonathan nous demande si vous pensez que des formes juridiques et des régulations précises vont apparaître à l'avenir. C'est un sujet que vous évoquiez à la fin de votre intervention, hein, la dimension réglementaire. Est-ce que ça bouge? Est-ce que vous sentez venir des évolutions majeures sur ces sujets ou est-ce que vous avez l'impression qu'on reste encore dans une forme d'attentisme politique, juridique? Alors, la clé, ce sont les franchissements de seuil sur ce sujet. La clé réglementaire, hein, c'est parce que c'est à ce moment-là que tout se joue. En Europe, on est encore en France en tout cas, on est encore en train de réfléchir sur ce sujet pour des changements à la marge. En réalité, il y a pas mal de choses derrière. Évidemment, j'ai essayé de simplifier un petit peu. La question est un peu compliquée parce que, par exemple, un des sujets, ça a été, alors ça, c'est plus ou moins réglé maintenant en France, mais ça a été comment je calcule ces 5%. C'est-à-dire que l'affaire LVMH Hermès que j'évoquais tout à l'heure, c'est une affaire dans laquelle LVMH a cherché à monter au capital d'Hermès en utilisant des produits financiers un peu bizarres, ce qu'on appelle des equity swaps, qui vous permettent, si vous voulez, d'avoir la performance sans être acheteur de l'action. Et ils ont fait un montage avec plusieurs banques et ils ont pu, si vous voulez, détourner la règle des 5% et annoncer d'un coup qu'ils avaient, je crois, 18% de Hermès, sans être passés par la phase des 5%, en respectant la règle, en respectant la règle, en tout cas la lettre de la règle. Mais pour autant, ils ont été condamnés par l'AMF. Mais sûr, hein, parce qu'ils l'AMF est allé chercher un autre article, qui dit voilà, il est interdit de manipuler le marché, des choses comme ça. Bon. Donc, ils sont allés chercher un autre article. Mais depuis, on a changé la règle, c'est-à-dire qu'on calcule mieux les 5%. Donc, si vous venez au niveau français, je pense on aura probablement peut-être sur les 5%, peut-être qu'on passera à 3% ou à 2%. Mais globalement, on a une règle quand même qui est mature, etc. Là où le débat se pose, c'est aux États-Unis. Aux États-Unis, on a une règle qui a 50 ans. Et le débat, il est vraiment très vif, en fait. Mais comment ça se fait que les règles n'ont pas changé depuis 50 ans Oui, en fait, c'est ça. Alors ça, c'est vraiment la question, parce qu'on se dit 1968. Alors,
En réalité, jusqu'en 2010, les activistes ne sont pas vraiment un problème, ils sont pas très importants, etc. Mais à partir de 2010, la question s'est vraiment posée. Et il y a un cabinet d'avocats new-yorkais, le plus grand cabinet d'avocats new-yorkais de finance, hein, c'est Wachtel, Lipton, Rosen & Katz. C'est un cabinet très, très connu aux États-Unis, qui a lancé une pétition qui demande un raccourcissement considérable du délai. Eux, ils veulent 1 jour, etc. Donc, du délai de déclaration, parce que 10 jours, c'est effectivement énorme. Et ça a lancé un débat académique qui est passionnant, enfin, pour les gens qui suivent ça, qui est passionnant, avec des articles de recherche qui disent avantages, inconvénients. Déjà, alors avec la question, est-ce que finalement les activistes, il faut les pénaliser ou pas? Est-ce que finalement ils font plus de mal que de bien ou plus de bien que de mal, etc. Et puis, même si on considère qu'ils font du bien, est-ce qu'il faut raccourcir ou pas le délai? Donc, il y a eu tout un débat académique. Moi, j'ai participé à ça, j'ai écrit un article là-dessus, et je me souviens en 2017, alors c'est facile, c'était pendant l'entre-deux tours de la présidentielle en France, j'étais auprès des autorités de marché américaines à la SEC pour présenter un article, et c'était la question, vraiment cette question du délai de déclaration. Et on était arrivé au bout d'un débat, c'est-à-dire qu'en 2017, les changements auraient dû avoir lieu. C'était la bonne année pour avoir lieu. Sauf qu'en 2017, on est au début du mandat de Donald Trump. Ça, ce n'était pas forcément prévu par tout le monde, mais c'est ce qui s'est passé. Et Donald Trump, quand il est arrivé, il a choisi un conseiller économique, évidemment. Et le conseiller économique qu'il a choisi, son nom de famille, c'était Icahn et son prénom, c'était Karl. Donc, quand le premier conseiller économique de Donald Trump, c'est M. Karl Icahn, on imagine qu'il est difficile d'imaginer une évolution réglementaire qui soit défavorable à laisser les mains libres aux activistes. Et donc là, alors qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. La campagne ne s'est pas du tout jouée là-dessus. Donc, est-ce que le changement d'administration va faire que les changements auront lieu? Des changements, de toute façon, vont avoir lieu, ne serait-ce que pour un truc simple, c'est que cette histoire de 5%, comment on calcule le seuil, le fait de ne pas tenir compte des equity swaps, etc. Bon, c'est une question un peu technique, mais ça, il n'y a pas de débat. Il est évident qu'il faut que ça change là-dessus, la réglementation américaine. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Pourquoi ce changement-là n'a pas été fait? C'est parce que les Américains, ils aiment bien pas faire... Alors, en Europe, on a eu beaucoup de changements successifs. Et en France, on adapte progressivement, etc. Les Américains, ils aiment bien faire des big bangs réglementaires, c'est-à-dire ils aiment bien changer tout en même temps. Et donc, ils se sont dit, cette histoire-là des equity swaps, de comment calculer 5%, comme de toute façon, la règle des 10 jours, on va la changer, et on changera tout en même temps. Résultat, comme ils n'ont pas changé les 10 jours, ils n'ont encore rien changé. Effectivement, on a une règle qui paraît... et en plus, aux États-Unis, vous avez des très grandes entreprises. 5% aux États-Unis, c'est monstrueux. Quand vous avez 1% d'Apple, c'est monstrueux déjà. Donc 5%, on pourrait imaginer que compte tenu de la structure de leur économie, ils aient une règle plutôt plus restrictive. Et ils ont de loin la règle la plus laxiste de tous les pays développés. Il est probable que ça change, mais quand, comment, voilà. L'avenir le dira. Question de Noël Zito qui demande tout simplement si vous pensez que le phénomène des fonds activistes est amené à se développer, à prendre de l'ampleur encore, ou est-ce que finalement, dans les prochaines années, ça va diminuer ou stagner? Est-ce que c'est un épiphénomène, une tendance, un phénomène qu'on pourrait dater sur 20-30 ans et qui va finir par mourir de lui-même, ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui va se développer? Non, alors s'il fallait parier, parce qu'on prolongeait des courbes, il faut toujours s'en méfier. Mais il faut voir la source de pourquoi ça prolonge ou pas. S'il fallait parier, oui, je pense que ça va se développer fortement. C'est-à-dire qu'on a toutes les raisons de penser que les fonds passifs vont continuer à grignoter des parts de marché. Par exemple, quand vous voyez les 40% qu'on dit, alors ça dépend des sources, mais les fonds passifs, c'est à peu près 40% du total. Mais en termes de flux, c'est-à-dire qu'en termes de nouveaux fonds, en 2019, les fonds purement passifs, c'est plus de 50% des nouveaux. Donc on voit que la tendance est vraiment à la hausse. Et les fonds passifs, ça incite à l'activisme. C'est-à-dire que moi, je pense que cette tendance qui est qu'en gros, ce sont les fonds actifs traditionnels qui vont se faire grignoter des deux côtés, d'un côté par les fonds passifs qui sont plus compétents, qui sont moins chers, donc qui suivent les marchés, qui sont moins chers, donc ils leur font une concurrence par les coûts, et les fonds activistes qui eux, sont chers parce que voilà, il faut recruter des analystes, des gens qui vont se batailler, des avocats, tout ça, mais qui eux, par contre, sont vraiment performants. Et entre les deux, ça va être difficile de survivre. Ça va être difficile de survivre en simplement sélectionnant des titres, etc. Moi, je pense que ça, c'est vraiment une tendance lourde. Parfois, il y a des tendances dans ce qu'on observe depuis 20 ans qu'il ne faut pas forcément prolonger à l'infini. Je vais vous prendre un exemple de ça. On observe depuis 20 ans aussi plutôt une baisse du nombre de sociétés cotées.
C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de sociétés non cotées qui se développent et puis qui restent non cotées, etc. C'est ce qu'on appelle en anglais le private equity. Private equity, c'est le financement par capitaux propres d'entreprises en dehors de la bourse. Bon, il y a 15 ans, quand j'évoquais la notion de private equity à mes étudiants, ils ne savaient pas ce que c'était. Enfin, je veux dire, c'était quelque chose d'assez confidentiel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'étudiants du master qui veulent travailler dans le private equity et tout le monde sait ce que c'est, etc. Parce que ce sont des métiers qui se sont développés parce qu'il y a eu une tendance lourde. Ce qu'on observe quand même, c'est que depuis 2-3 ans, je pense qu'on est arrivé à un terme de ça, c'est-à-dire la bourse a aussi des avantages. Et donc, cette tendance, je pense qu'il ne faut pas la prolonger à l'infini. Je pense qu'on ne va pas voir à l'infini un mouvement de sortie de la cote, etc. Donc, il y a des tendances, si vous voulez, qu'on peut prolonger. Il faut toujours essayer de voir les causes pour essayer d'anticiper la suite. Sur les fonds activistes, oui, c'est pas loin d'être une conviction, hein, en tout cas une forte intuition que ça va continuer à se développer très, très largement. Question plus générale que pose Fabrice Germain sur le chat du live. Merci à toutes et à tous de participer à ce direct. Continuez d'ailleurs à poser vos questions et à partager vos remarques. Sommes-nous aujourd'hui sous la menace d'une énorme crise financière ou est-ce que c'est une sorte de fake news? Alors évidemment, la question est un peu de côté par rapport aux fonds activistes. Quoique, une crise financière ne pourrait-elle pas être indirectement causée par différentes actions menées par des fonds activistes après tout? Oui, alors il y a deux questions. À la première question, sommes-nous à la veille d'une crise financière majeure? Je vais prendre aucun risque, je vais vous répondre oui. Tous les 5 ou 6 ans en moyenne, depuis 50 ans, il y a une crise financière majeure. D'accord? Donc ceux qui nous disent il y aura bientôt une crise financière majeure, ils auront forcément raison un jour. D'accord? Parce que des crises financières majeures, il y en a très, très, très régulièrement. Évidemment, ce qui est plus compliqué et ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui va déclencher la crise, à quel moment, etc. Oui. Donc voilà. Les fonds, c'est particulier sur la crise financière, si vous voulez, sur les mécanismes. Je ne pense pas que les fonds activistes eux-mêmes puissent être un élément déclencheur de la crise. Là, ce qu'on voit, et pour le coup, ça va nous éloigner un peu, mais ce qu'on voit, c'est que bon, il va y avoir des problèmes de dette dans les années qui viennent. Il va y avoir des problèmes de dette, il va peut-être y avoir des problèmes d'inflation, etc. Et ça peut entraîner s'il y a de l'inflation, par exemple, ça va secouer un peu nos économies, parce que l'inflation, c'est quelque chose que pas beaucoup d'entre nous n'ont connu, quoi. C'est-à-dire que depuis la dernière fois qu'il y a eu de l'inflation dans nos pays, c'était au tout début des années 80. Donc voilà, donc c'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas connu ou pas de façon consciente. Donc il peut se passer des choses comme ça. Je ne pense pas que les activistes puissent ni vraiment provoquer ni accélérer. Je pense que la présence de fonds passifs peut être un élément quand même systémique, pour le dire comme des financiers. C'est-à-dire que le fonds passif, je vous rappelle, que c'est un fonds qui suit les indices. Donc, ça veut dire que, par exemple, s'il suit le CAC 40, donc ça veut dire qu'il va forcément suivre le mouvement. Et donc, vous avez par définition un impact moutonnier. Donc, par définition, des forces amplificatrices comme ça, du fonds qui est obligé. Par exemple, quand vous avez une valeur qui sort du CAC 40, de l'indice CAC 40, le fonds passif est obligé de la vendre, puisqu'il veut suivre le CAC 40. Et donc, c'est autoréalisateur. Vous voyez, la valeur a un peu baissé, elle sort du CAC 40, mais tous les fonds passifs se mettent à la vente. Donc, elle baisse beaucoup plus. Et les activistes, c'est différent. Les activistes, ils travaillent vraiment sur la gouvernance, sur des stratégies, etc. Je ne sais pas s'ils peuvent vraiment ils peuvent déclencher des scandales, oui, ça c'est sûr, il y en aura encore. Être un élément déclencheur de la crise, je ne pense pas. Mais... Finalement, constate Céline Robiffet dans le chat du live, on ne devrait pas dire fonds activistes, mais fonds actifs en opposition au fonds passif. L'activisme a un tout autre sens. Il s'agit d'un volontarisme à faire changer le système. Qu'est-ce que vous inspire cette remarque? Mais non, mais justement, ou alors peut-être que j'ai mal expliqué à ce moment-là, mais justement, je suis d'accord avec cette auditrice sur la définition de l'activisme, mais c'est bien pour ça qu'on distingue les activistes des actifs. C'est-à-dire, en fait, pour essayer de clarifier, parce que je vois bien que c'est actif-passif, il y a deux manières d'être actif en finance ou passif. Vous pouvez être actif ou passif dans la sélection du titre. C'est-à-dire, vous pouvez choisir les actions que vous achetez ou être passif, c'est-à-dire suivre les indices, acheter ce qu'il y a dans le marché en proportion des indices boursiers. Donc ça, c'est être actif ou passif. Et puis, vous pouvez être actif ou passif dans la gouvernance. Et l'activiste, c'est celui qui est actif dans les deux. Et donc, c'est bien celui, comme le dit l'auditrice à la fin, l'activiste, c'est bien celui qui impose ses vues à l'intérieur de l'entreprise. Les fonds actifs non activistes, ça existe encore. D'accord ? C'est ceux qui se font grignoter des deux côtés, mais ça existe encore. Il faut vraiment justement distinguer les deux. L'activiste, il ne se contente pas d'être actif, il ne se contente pas de sélectionner les titres, il repère sa cible,
Mais ce qui fait que c'est un activiste, c'est qu'il change tout dans l'entreprise. Enfin, il essaye de tout changer. Et voilà. Alors que le fonds actif, voilà, il sélectionne le titre et puis il revend au moment. Les actionnaires activistes n'interviennent-ils que dans des sociétés cotées, demande Antoinette Gomis. Alors, bon, c'est un peu une histoire de définition. En général, quand on parle de fonds activistes, oui, c'est plutôt dans les sociétés cotées. Après, il y a des gens qui pourront vous dire qu'il y a de l'activisme sur du non-coté. C'est un peu différent des histoires que j'ai racontées. Parce que la différence, si vous voulez, sur le non-coté, c'est que sur les sociétés non-cotées, donc le private equity, c'est que vous ne pouvez pas rentrer aussi facilement au capital, d'accord? Quand ce n'est pas coté, il faut que l'acteur et le vendeur se connaissent, etc. Donc, il y a toujours... Donc, si vous voulez, la phase de je repère la cible, je rentre discrètement et je change tout, ça ne se passe pas comme ça. Donc, des batailles de gouvernance, ça existe, d'accord? Des batailles de gouvernance, ça existe. Et des fonds de private equity qui mènent des batailles de gouvernance, ça existe. Et donc, je pense qu'il y a des gens qui pourront parler d'un activisme du private equity ou d'un activisme du non-coté. Mais c'est quand même quelque chose d'un peu différent. Normalement, ce qu'on appelle vraiment les fonds activistes, oui, effectivement, ça vise plutôt les sociétés cotées. Antoinette Gomis vous répond, pourtant, leur action pourrait être bénéfique aux sociétés ayant l'ambition d'entrer en bourse. Oui, mais alors, enfin, vous pouvez avoir un fonds qui est un fonds de private equity et qui décide ou pas de la stratégie, et qui est investi dans l'entreprise et qui décide ou pas d'introduire l'action en bourse. Effectivement, on peut imaginer des choses comme ça, oui, bien sûr. Allez, continuez. Il est 19h33. Il nous reste une petite demi-heure avant de terminer cette conférence passionnante avec Simon Guéguin. Si vous nous rejoignez, on parle de fonds activistes, ces actionnaires qui bousculent le capitalisme, pas toujours pour des raisons éthiques hein, et pas toujours avec des intentions humanitaires, mais qui sont toutefois un peu, voilà, qui sont importants à comprendre dans leur fonctionnement. Vous êtes chercheur spécialisé en finance, hein, je le rappelle, vous êtes maître de conférence dans cette discipline à l'Institut d'économie et de gestion de Cergy Paris Université et vous êtes directeur du master finance, entreprise et patrimoine de Cergy au laboratoire Théma. Voilà, c'est important de régulièrement redire, parce que ça reste un live, les gens viennent et vont, et d'ailleurs à destination de toutes celles et ceux qui nous rejoignent, salutations, bonne soirée et vous êtes bien avec nous pour parler donc de fonds activistes. N'hésitez pas à partager vos questions. Moi, j'avais une question sur les personnalités que sont les représentants de ces fonds activistes. On parlait de Gordon Gekko, enfin version cinéma. Comment vous expliquez cette fascination du cinéma pour ces personnalités quand même un petit peu, pour certaines, sulfureuses? Oui, ben justement, peut-être parce qu'elles sont sulfureuses. Justement, vous avez non, mais vous avez raison. Vous avez des personnages hauts en couleur. En fait, alors pour le coup, Gordon Gekko, c'est vraiment, alors c'est une fiction, hein, le Wall Street d'Oliver Stone. Donc c'est pas directement Carl Icahn. Oliver Stone avait dit qu'il s'était inspiré de plusieurs personnages. Je sais que beaucoup ont cru reconnaître plutôt Michael Milken qu'un autre personnage de cette époque-là, qui a eu des ennuis. En réalité, honnêtement, la personnalité de Gordon Gekko, il y a une scène à un moment où il est en assemblée générale, etc. Sa personnalité, ce qu'il raconte, c'est Carl Icahn. Hein. Je veux dire, l'inspiration, c'est vraiment... Alors, le scénario ne correspond pas, d'accord? C'est-à-dire, le scénario, ce n'est pas l'histoire de Carl Icahn. Mais vous avez même au début du film une allusion à un deal, enfin une opération sur une compagnie aérienne. Et c'est une opération sur une compagnie aérienne qui a rendu Carl Icahn célèbre. Donc, vraiment, les clins d'œil sont très forts. Voilà, c'est un personnage qui est... Oui, c'est vrai, il y a eu pas mal de films hein, sur ces thèmes-là. Je pense qu'il y a le côté aussi... Il y en a un plus juste que d'autres? Pardon, il y en a un plus juste que d'autres. Est-ce qu'il y a un film en particulier que vous trouvez très bien fait en ce qui concerne la description des arcanes de ces fonds activistes? Alors, sur les activistes, il y en a... Alors, sur les films, moi, je trouve que le premier Wall Street est très, très étonnant qu'on le revoie parce que c'est 87. Ils ont eu du bol, ils l'ont sorti. En fait, le film est sorti quelques mois après le crack de 87, octobre 87. Moi, je me souviens, j'étais un petit garçon, quoi. Et c'était la première fois que j'entendais parler de finance en 87. Et donc le crack d'octobre. Et 2 mois après, le film sort, ce qui veut dire que le film a été tourné avant le crack. Donc ils ont eu du bol, quoi, parce que c'était le moment où les gens ont parlé de la finance et le film est sorti à ce moment-là. Ce qui est très étonnant dans ce film, si vous voulez, c'est que le discours de Icahn, qui est retranscrit dans le film, c'est déjà un discours de fonds activiste
alors que les fonds activistes, jusqu'en 2000-2005, personne n'en parle. Et là, on est en 87. Alors, il y en a certains qui disent que ICANN, c'est le premier activiste, mais c'est étonnant, du coup, avec le recul, de revoir ça. Par contre, il y a un documentaire. En fait, il y a une affaire qui est tout à fait passionnante, qui serait vraiment longue à raconter, mais qui est passionnante, qui est l'affaire Herbalife, qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis, mais on n'en a pas tellement entendu parler en France. C'est une affaire passionnante où il y a un premier activiste qui arrive, qui a joué à la baisse contre Herbalife, puis il y a plein de rebondissements. Évidemment, comme dans tout bon western, au milieu de l'affaire Herbalife, il y a Carl Icahn qui arrive, alors qu'on ne s'y attend pas, et qui lui prend position contre le premier activiste, etc. Donc c'est une affaire vraiment passionnante avec plein de rebondissements. Il y a un documentaire qui a été fait, qui est sorti en salle et puis qui a été disponible ensuite sur des plateformes, qui n'a pas été tellement vu en France parce que l'affaire est passée à côté, mais qui a été vu aux États-Unis. Et on raconte, alors je dis on raconte, c'est-à-dire c'était dans la presse américaine, je précise que c'est des éléments de presse américaine, je n'ai pas plus d'informations que ça, mais l'anecdote est à signaler. On raconte une anecdote à ce sujet-là, c'est-à-dire le documentaire qui a été fait, qui s'appelle Betting on Zero, c'est un documentaire qui est très défavorable aux dirigeants de Herbalife et qui est favorable à l'activiste qui a attaqué ces dirigeants. C'est vraiment très orienté dans ce sens-là. Et les gens d'Herbalife n'étaient pas contents. Et on raconte que lors d'une des premières diffusions en salle à Washington, les dirigeants d'Herbalife auraient fait acheter par des amis, par une société extérieure, la totalité des places de cinéma dans la salle pour que la diffusion se fasse dans une salle vide. Et là, si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que c'est le point d'orgue d'une affaire complètement incroyable. C'est-à-dire l'affaire elle-même est incroyable, c'est un scénario de film. Ils en ont fait un documentaire, mais si vous cherchez un scénario pour un film, il y a vraiment de quoi faire un film passionnant sur l'histoire Herbalife. Et l'activisme, c'est une bataille entre activistes en plus, c'est ça qui est intéressant. Vous avez Bill Ackman d'un côté, Carl Icahn de l'autre, Daniel Loeb aussi s'en est mêlé, ils sont tous venus dans cette histoire-là. Et ça sort sur grand écran, il y a un documentaire, et en fait, la bataille activisme continue dans la salle, en fait. C'est ça qui est incroyable. Si c'est vrai, la bataille entre les deux clans continue dans la salle en disant on va acheter pour que la salle soit vide, etc. Ça a été rapporté dans la presse. Donc, je mets au conditionnel. Mais... Donc, ça fait des beaux scénarios, quoi. Oui, effectivement. D'autres films sont à écrire, on l'imagine. Simon Guéguin, vous citiez des personnalités américaines, des responsables de fonds activistes, des personnalités qu'on trouve aux États-Unis. Y a-t-il des noms qu'on pourrait citer en Europe ou est-ce que finalement le phénomène est surtout américain? Oui, oui, bien sûr. Vous en avez en Europe. Vous avez le fonds Euraseo en Europe, qui est le premier fonds en Europe. Vous avez Siam, qui est un fonds européen, etc., français même, avec des Français à leur tête. Et puis, alors c'est vrai qu'on a une... Globalement, si vous voulez, les fonds d'investissement, l'idée même de fonds d'investissement en général, que ce soit actifs ou les passifs, il y en a plus aux États-Unis, hein, c'est vrai. Et là, c'est vrai que j'ai choisi 4 personnalités américaines. Bon. C'est les plus gros fonds dans le monde. Voilà. Les plus gros fonds dans le monde sont plutôt des fonds américains. Mais en France, on a des... Comme l'activisme, ce n'est pas défini juridiquement, si vous prenez quelqu'un comme Vincent Bolloré, ce n'est pas Carl Icahn, c'est un entrepreneur plutôt au départ. Mais quand vous voyez la façon dont il a mené ses affaires, ses deals, ses prises de contrôle, etc., ben quelque part, en tout cas, nous, on a pris le parti dans le livre d'en parler comme un entrepreneur activiste, parce qu'il a un peu cette personnalité. Donc c'est différent, c'est peut-être un peu de l'activisme à la française. Mais on peut le rapprocher de l'activisme parce qu'il a procédé un peu comme ça parfois, c'est-à-dire de commencer, prendre une participation minoritaire, parfois être discret, parfois faire beaucoup de bruit, créer des alliances, etc. Donc on est un peu dans cette démarche-là finalement. Et est-ce qu'il y a des exemples? Est-ce qu'il y a des exemples? Excusez-moi, vous m'entendez? Oui, pardon. Est-ce qu'il y a des exemples d'échecs de campagnes activistes qui auraient échoué ces campagnes en raison non pas d'une résistance des dirigeants, on citait l'exemple d'Apple tout à l'heure qui s'est mis à racheter des actions, etc., mais en raison d'une protestation organisée au niveau des syndicats, des salariés, une résistance de tout petits porteurs qui se seraient dit non, celui-là, on ne va pas le laisser rentrer dans la bergerie, ou est-ce que finalement c'est toujours quand ces plans échouent parce que les dirigeants se sont réveillés suffisamment tôt? Alors, ce ne sont pas forcément les dirigeants, ça peut être effectivement les... Alors,
petits porteurs, ou en tout cas les minoritaires qui ne votent pas en faveur de l'activiste en assemblée générale. Ça, c'est possible. Par contre, bloquer l'opération complètement, on n'est pas dans le cas, si vous voulez, en général, on n'est pas dans le cas d'une acquisition. On est dans le cas simplement d'un actionnaire qui arrive, qui est minoritaire, et puis qui essaye d'imposer ses vues. Après, il arrive à convaincre ou il n'arrive pas à convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, il y a quelques jours, quand il y a eu cette affaire avec Danone, et alors je ne sais pas, hein, Blue Bell Capital, je ne suis pas sûr du tout qu'ils arrivent à, on verra, hein, mais je ne suis pas sûr du tout qu'ils arrivent à imposer leur vue. Mais voilà, c'est un actionnaire qui prend position. Et je me souviens, le même jour, on a interrogé, il y avait le ministre de l'économie qui était interrogé sur les chaînes, Bruno Le Maire. Et puis, il a été interrogé sur l'affaire de Carrefour, où ils ont bloqué une tentative de fusion. Et là, évidemment, c'est une tentative de fusion, donc l'État a son mot à dire. Et puis, on l'a interrogé là-dessus. On l'a interrogé sur l'affaire Danone, sur le fonds activiste. Et il a répondu, l'État sera vigilant. Bon, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais en même temps, qu'est-ce qu'il pouvait dire de plus? C'est-à-dire que vous avez un actionnaire qui arrive et il dit, moi, je veux ça, ça et ça. Après, à lui de convaincre ou pas les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, dans le cas de Danone, ce qui s'était passé dans les années, je ne sais plus quand, enfin une quinzaine d'années, à un moment, il y a eu une rumeur, en tout cas, que PepsiCo voulait racheter Danone. Alors là, il y a eu une montée au créneau de toute la classe politique, en disant on ne laissera pas faire, etc. C'était 2 ans avant la présidentielle, je crois, ça devait être en 2005 ou quelque chose comme ça. Évidemment, on ne laissera pas faire, etc. Et finalement, l'acquisition n'a pas eu lieu. Ce n'est pas la même chose, là. Là, ce n'est pas une tentative d'acquisition. Là, c'est un actionnaire, vous voyez, qui dit, d'accord, j'ai 2%, mais j'ai des idées, je veux qu'on change ça, ça et ça, et j'essaye de convaincre. Mais parfois, ils n'arrivent pas à convaincre. Je ne suis pas sûr que Blue Bell Capital... Et parfois, ils ne vont pas au bout, d'ailleurs. Hein. Parfois, ils ne vont pas au bout. Parfois, ils se rendent compte qu'ils ne vont pas jusqu'à la bataille, c'est-à-dire ils ne vont pas jusqu'à l'Assemblée générale, à essayer de réunir des voix, et puis ils renoncent. Mais après, c'est compliqué aussi de définir l'échec, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de cas où l'activiste ne va pas au bout, mais finalement fait une bonne opération financièrement quand même. Et prenons même, pour vous dire à quel point c'est difficile à mesurer, prenons Carl Icahn sur Apple, ce dont je vous disais. Si vous voulez les classer, ce sera classé en échec, parce que sa proposition a été refusée en Assemblée générale. Sauf qu'en réalité, Apple, en amont, dès qu'ils ont vu Carl Icahn, ils ont fait le programme qui était en sorte que... donc, il a quand même fait sa proposition, ça a été refusé, et les dirigeants d'Apple ont dit, vous avez vu, ce n'est pas Carl Icahn qui commande. Mais bon, en fait, il a fait une très belle opération quand même. Mais des vrais échecs, il y en a, oui, bien sûr. Ouais. Vous êtes encore nombreux à participer à regarder ce live. Un grand merci à vous toutes et tous. Il nous reste environ un petit quart d'heure à parler des fonds activistes, ces actionnaires qui bousculent le système, le capitalisme, avec notre chercheur de ce soir, maître de conférence en finance, Simon Guéguin. N'hésitez pas à poser vos toutes dernières questions et remarques pendant le quart d'heure qui va maintenant commencer, le dernier quart d'heure. Je voudrais qu'on parle de la crise sanitaire qu'on traverse, Simon Guéguin, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a eu des campagnes de fonds activistes toujours aussi violentes, toujours aussi nombreuses pendant la crise qu'on traverse, qu'on a traversée notamment depuis mars dernier, ou est-ce qu'elles ont diminué? Est-ce qu'il y a eu un impact, un lien à déceler entre la pandémie et ces campagnes des fonds activistes? Oui, alors sur les chiffres exacts, c'est toujours difficile parce qu'en fonction des sources, comme on a du mal à définir les activistes, on trouve des choses différentes, mais sur les tendances, on observe. Alors, il y a eu moins, en 2020, il y a eu moins de campagnes activistes qu'en 2019. De l'ordre peut-être, mais voilà, ça dépend des sources, de l'ordre de 25%. Ce qui est surprenant, ce n'est pas qu'il y en ait moins, c'est qu'il y en ait autant en fait, presque autant, c'est-à-dire que ça baisse que de 25%. On a quand même eu l'économie mondiale qui a été paralysée. Et donc, on aurait pu s'attendre plutôt à un effondrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde dans le détail, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde dans le détail, les campagnes activistes fondées sur nouvelles stratégies, nouvelles gouvernances, etc., ont continué à augmenter. La totalité de la baisse, semble-t-il, on n'a pas beaucoup de recul sur 2020, d'accord, donc je le dis avec un peu de prudence, mais semble-t-il, la totalité de la baisse de 2020 est liée à un type de campagne particulier, un peu dans l'esprit de ce que je vous racontais sur Apple. Ce sont ces campagnes activistes qui visent plutôt les entreprises qui ont été très performantes depuis quelques années. C'est un problème que peuvent rencontrer parfois ces entreprises-là. C'est quand vous êtes très performant pendant des années, vous accumulez de la trésorerie, du cash pour parler comme les financiers. Et parfois, quand vous avez trop de cash, ça pose des problèmes. D'accord ? Ça pose des problèmes, je vous ai dit macroéconomiques, parce que
c'est dommage d'avoir ce cash qui dort dans des entreprises pendant que d'autres ont besoin d'être financés. Et puis, même des problèmes de gouvernance, parce que parfois, quand il y a beaucoup de cash dans l'entreprise, les dirigeants, ils ont tendance à penser un peu que c'est leur cash, parce qu'ils ont bien travaillé, etc. Donc, il est à leur disposition. Et donc, par exemple, il y a une tendance parfois des dirigeants à faire ce qu'on appelle du empire building, c'est-à-dire je construis mon empire. J'ai beaucoup de cash, j'en profite, je l'ai gagné parce que j'ai bien travaillé, j'ai eu des bonnes idées, après tout, c'est moi le chef, c'est moi le patron. Et maintenant, ça m'amuse d'aller racheter Hollywood. C'est ce qu'a fait une entreprise française dans les années 90, d'accord. Et ça s'est pas très bien passé à la fin. Donc il y a ces problèmes-là, si vous voulez. Il y a le risque qu'une entreprise a bien performé, mais qu'elle a beaucoup de cash, que ce cash soit mal utilisé, et même quand il n'est pas utilisé, que ce soit de l'argent qui dorme, qui ne sert à rien. Donc, vous avez à peu près, c'est vraiment des ordres de grandeur que je vous donne, mais peut-être une campagne activiste sur 3, c'est-à-dire beaucoup, qui vise ce genre de situation. C'est-à-dire qui visent des entreprises qui ont été performantes, qui ont accumulé du cash et qui ont trop de cash. Et donc, l'objectif de la campagne, c'est de faire rendre ce cash aux actionnaires. D'accord ? C'est-à-dire soit faire du rachat d'actions, soit faire des dividendes. Alors, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que les dividendes, c'est quelque chose qui est très, très mal compris. D'accord ? Les dividendes ne sont pas une rémunération pour l'actionnaire, donc c'est un peu compliqué. C'est simplement parce que c'est de l'argent, si vous voulez, qui appartient déjà indirectement à l'actionnaire, le cash qui est dans les entreprises. Mais c'est juste une façon, si vous voulez faire du dividende ou faire du rachat d'actions, c'est une façon de corriger cette sous-optimalité, ces problèmes du fait d'avoir trop de cash. Et ces campagnes-là, en 2020, se sont totalement effondrées, sont pratiquement à zéro. Et on comprend pourquoi. Des entreprises qui ont trop de cash en 2020, il n'y en a pas beaucoup. D'accord ? Il y a des problèmes de liquidité partout. Et donc, la baisse, semble-t-il, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais semble-t-il, la baisse observée des campagnes activistes concerne vraiment uniquement et entièrement expliquée par ce genre de campagnes, les campagnes qui visent les entreprises qui auraient trop de cash et qui veulent conserver ce cash, et les activistes qui poussent les dirigeants à rendre ce cash. C'est ce genre de campagne qui a été un peu paralysée en 2020 et peut-être encore en 2021. Alors, vous l'avez répété à de nombreuses reprises, c'est un sujet certes technique, mais qui concerne les citoyennes que nous sommes toutes et tous. Comment vous regardez la question de la sensibilisation des citoyens à ces questions de finances ? Quel regard le chercheur que vous êtes porte-t-il sur le niveau de connaissance générale des citoyens sur ces sujets quand vous allumez la télé, que vous allumez votre radio, que vous écoutez ce qui s'y dit, ce qui s'y écrit dans les journaux, vous dites quoi ? Vous dites que finalement, c'est des sujets qui sont complètement méconnus et sur lesquels on ne fait pas un travail suffisamment d'explicitation, ou est-ce que vous avez au contraire l'impression que finalement, les enjeux sont saisis ? Écoutez, moi j'ai l'impression, en fait j'ai voulu faire de la finance un peu pour ce que vous dites, c'est-à-dire que quand j'étais tout jeune étudiant, c'était vraiment le truc qui me semblait le plus mystérieux, quoi. C'est-à-dire c'était vraiment la chose, je me disais, j'aimerais bien comprendre un petit peu. Voilà, j'aimerais bien comprendre un petit peu. J'ai l'impression, si vous voulez, même dans les filières d'économie-gestion, que vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui vont se spécialiser, je ne sais pas, en économie du développement, voilà, dans des sujets comme ça. Vous en avez un certain nombre, et je ne sais pas si c'est le cas autour de vous, parmi les gens que vous connaissez, qui vont vous dire « moi, je ne connais rien à la finance, je ne connais rien du tout à la finance ». Les gens qui vous disent, surtout quand ils ont eu un petit peu un parcours comme ça, « je ne connais rien à l'économie » ou « je ne connais rien au droit », vous n'en avez pas beaucoup. Mais la finance, il y a un petit peu cette idée qu'il y aurait une première marche plus difficile à franchir que les autres, en fait. Et donc, un accès plus difficile. Ce qui, je pense, est globalement quand même faux, c'est-à-dire les principes généraux de la finance. Bon, là, on essaye de le faire ici tous ensemble, et je pense qu'on peut quand même diffuser un certain nombre d'idées. Du coup, j'ai oublié, je pense, une partie de votre question. Sur la position, en fait, même en tant que chercheur. En fait, il y a un autre élément. J'ai aussi l'impression d'autre chose, c'est-à-dire que il y a une tendance que moi, je trouve regrettable. Si vous voulez, vous avez d'un côté les gens qui ont travaillé dans la finance ou peut-être dans l'académie, etc., qui connaissent un peu les rouages et qui, sous prétexte, j'ai envie de dire sous prétexte de connaître ou de croire connaître un peu le fonctionnement de tout ça, se refusent à toute pensée critique, en fait. C'est-à-dire se disent, non, c'est comme ça, et ceux qui critiquent, c'est juste parce que voilà, ils ne comprennent pas comment ça marche. Et en face, vous avez parfois des gens qui, sous prétexte de dire mais ça va pas tout ça, c'est pas normal que les fonds activistes avec 2% ils décident de nos vies, etc. C'est pas normal qu'il y en ait que pour les actionnaires et qu'on ne tienne pas compte de l'environnement, etc. Sous prétexte d'une critique légitime, en fait,
se disent « mais moi, je refuse de comprendre. J'ai pas envie qu'on m'explique. Moi, tout ça, c'est pas beau, c'est des méchants, etc. Il faut juste renverser. » Et qui Or, il y a une parfois… rationalité à l'œuvre, Voilà, sinon ça n'existerait pas. exactement. Et parfois, par exemple, on entend sur les dividendes, par exemple, on entend beaucoup de bêtises, mais des bêtises factuelles. Et c'est embêtant parce que souvent, ce sont des bêtises factuelles dites par des gens qui ont de bonnes intentions, qui sont de dire on est dans un système trop inégalitaire, etc. Et moi, je partage plutôt ça. Et le problème, c'est que quand les gens qui défendent ça ont une méconnaissance technique, ceux qui défendent l'autre monde en face, ceux qui sont vraiment les insiders et qui défendent leur monde, ont beau jeu de dire mais en fait, c'est juste que vous n'avez rien compris. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est une phrase de Raymond Aron. Alors, je vous dis un peu de mémoire, il parlait de la liberté politique. Et Raymond Aron, il disait que son idéal, c'était de former des citoyens. Sa phrase, je crois, il disait ni conformiste, ni rebelle, critique et responsable. Donc le conformiste, c'est celui sous prétexte que je connais ou crois connaître les rouages de la finance, le monde de la finance, je me refuse à toute pensée critique. Je dis c'est bien, c'est comme ça, les choses sont comme ça, elles ont toujours été comme ça, donc voilà, donc c'est très bien. Le rebelle, au sens où il l'entend là, Raymond Aron, ce serait celui qui dirait sous prétexte du fait que je ne suis pas d'accord avec ce fonctionnement, je refuse de comprendre. N'essayez pas de m'expliquer, vous essayez de m'expliquer un monde que je refuse. Ça, ce serait le rebelle. Critique et responsable, c'est difficile, mais c'est d'essayer de tenir le debout, c'est-à-dire je suis responsable, j'essaie de comprendre, j'écoute, je me renseigne, etc. Je m'intéresse au sujet, et malgré tout, je garde un regard critique une fois que j'ai compris. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai compris, ou en partie comment ça marche, que je prends pas de temps en temps de la hauteur pour dire là, il y a des choses qui vont pas. Ouais, la référence à Raymond Aron est on ne peut plus pertinente, surtout aujourd'hui. Allez, une dernière question peut-être pendant le temps qui nous est imparti. N'hésitez pas, mesdames et messieurs, à poser vos remarques, vos commentaires, vos réactions à Simon Guéguin pour terminer cette édition de la conférence Université ouverte de ce 4 février 2021. Moi, j'en ai une. J'aimerais qu'on parle un peu de votre livre, Simon Guéguin. Un livre qui va sortir, hein, il n'est pas encore, il est peut-être encore sous presse ou en voie d'être distribué, il va sortir chez Duno en mars, là, dans quelques semaines. Vous l'avez écrit avec Lionel Melka, il s'appelle Les fonds activistes, mode d'action, stratégie et résultats. Ça parle de quoi et qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui vous écoutent pour jeter un œil sur cet ouvrage? Oui, alors en effet, il n'est pas sorti encore, il sort le mois prochain. Effectivement, il est sous presse en ce moment. Mon co-auteur, c'est Lionel Melka, c'est un gérant de fonds qui enseigne aussi à Dauphine, que je connais depuis très longtemps, qui s'intéresse à ce sujet-là aussi depuis très longtemps, avec un autre œil, avec l'œil vraiment davantage du professionnel. Moi, maintenant, j'ai commencé en banque d'investissement, mais j'ai basculé plus dans le monde académique. On a travaillé ensemble sur ce sujet, sur lequel on travaille séparément depuis longtemps. C'est pas du tout un livre de cours, c'est pas du tout un manuel, c'est un ouvrage qui parle des activistes, qui est découpé en chapitres. Ça reste un livre de finance, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de chapitres où on va plus loin dans les concepts, etc. Il y a Vous diriez que c'est un livre de vulgarisation alors voilà, c'est quand même, ça se veut accessible à un public relativement large, mais plutôt quand même des gens qui s'intéressent, qui ont vraiment la curiosité de la finance et qui ont certaines notions. Il n'y a pas d'équation, il n'y a pas une équation, il n'y a pas un modèle, etc. Mais par contre, il y a certains raisonnements il y a certains chapitres qui sont assez conceptuels où on rentre dans des résultats d'articles, y compris académiques, etc. Et puis, il y a aussi dans le livre vraiment des passages que je crois très accessibles, qu'on a destinés en partie à nos étudiants, mais on espère aussi toucher un large public. Moi, j'ai souvent des étudiants qui me disent en dehors des manuels de cours, j'aimerais bien un livre qui me raconte des histoires, de finance, qui me donne un peu une culture financière. Et ça, c'est vraiment ce qu'on fait dans le livre. C'est-à-dire, on a des chapitres entiers. On a 15 cas, par exemple, qu'on décrit. Le cas Herbalife dont je vous parlais, on le décrit en détail dans le livre. Voilà, on a 15 cas qu'on raconte, voilà, en donnant les… Et ça, ces passages-là sont totalement lisibles. On décrit aussi le parcours des activistes. Donc, il y a les 4 qui sont là, et puis il y en a d'autres. Il y a Vincent Bolloré, il y en a d'autres, etc. Je crois, il y a 12 personnages dont on dresse le portrait. Donc voilà, donc c'est organisé par chapitre. Je pense qu'il y a effectivement des passages qui peuvent intéresser des gens, alors qui évidemment sont curieux de connaître davantage ce monde. Il y a beaucoup de chapitres qui sont lisibles, je pense, par pas mal de monde, effectivement. Mais ils s'adressent aux professionnels qui sont confrontés à ça, parce qu'on leur dit aussi un peu comment réagir, etc.
euh, à nos étudiants, mais plus vraiment dans un esprit de leur donner une culture financière plutôt que des concepts. Vraiment, c'est pas un livre de cours, c'est pas un livre d'analyse financière ou d'évaluation d'entreprise ou de comptabilité. D'accord, c'est vraiment un livre de culture financière. Et puis on espère, oui, effectivement, peut-être toucher quelques citoyens engagés qui se disent, bah, j'aimerais bien, quand il y aura des débats peut-être sur les activistes lors des prochaines échéances, avoir des choses à dire. Le prononcer en connaissance de cause. Notre point de vue, en tout cas, ça a été, si vous voulez, on présente les débats, mais dans le livre, d'ailleurs, en plus, on n'était pas toujours d'accord entre nous et ça tombait très bien. Dans le livre, on a vraiment présenté les deux aspects des débats, c'est-à-dire les gens qui disent il faut plus réglementer, moins c'est bien, pas bien, etc. On présente vraiment les arguments des deux côtés. Et après, chacun se fait son avis. Est-ce que, question qui me vient à l'esprit en vous écoutant parler de ces 12 portraits de porteurs de fonds activistes dont vous parliez à l'instant, est-ce qu'il y a un point commun? Est-ce qu'en écrivant les portraits de ces hommes, déjà, est-ce qu'il y a des femmes? Est-ce que c'est que des hommes? Et est-ce qu'il y a dans leur parcours, dans leur formation intellectuelle, dans leurs origines, dans leur classe, des classes sociales desquelles ils proviennent, est-ce qu'il y a un portrait robot finalement? Il y a quelques femmes dans les... Alors, plus en Europe, en fait. Plus en Europe, on a quelques femmes qui dirigent des fonds célèbres, y compris des Françaises, d'ailleurs. Hein. Y compris une Française qui préface notre livre, d'ailleurs. Hein. Donc, Virginie Morgan, qui fait la préface de notre livre sur les activistes. Donc, il y a quelques femmes. Dans les grands activistes américains, effectivement, hein, historiquement, c'est souvent des hommes. C'est un milieu assez financier, la finance. Curieusement, je ne sais pas, d'ailleurs, il y a sûrement des explications. C'est un milieu moins masculin dans l'univers universitaire qu'il ne l'est dans le monde vraiment professionnel. Hein, dans le milieu universitaire, il y a des femmes professeurs d'université en finance, maîtres de conf en finance, etc. On en trouve. Enfin, je veux dire, c'est vrai que parmi les dirigeants de fonds, il n'y en a pas beaucoup encore des femmes. Les points communs, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est les différences, en fait. C'est-à-dire que ce que je trouve que c'est intéressant, c'est voilà, c'est ça, le portrait robot. En fait, bon, ce qu'il y a toujours, si vous voulez, c'est ce qui fait la différence sur l'activisme. C'est des activistes, ce ne sont pas des techniciens, si vous voulez. Des activistes, ce sont des gens qui vont se battre sur la gouvernance. Donc, il y a quelque chose de très politique. Ce sont des gens qui essaient de convaincre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, je vous ai dit, il y en a, ils agissent en discrétion, il y en a qui font beaucoup de bruit, qui jouent sur leur réputation, il y en a qui jouent sur le droit, etc. Mais c'est ça, en fait, la clé. C'est-à-dire que ce qui va faire la clé de l'activiste, c'est surtout que c'est un peu autoréalisateur au bout d'un moment. Vous avez vu, c'est-à-dire celui qui arrive à se faire sa réputation, Karl Icahn, il n'a même plus besoin d'ouvrir la bouche. Il dit « coucou, c'est moi que voilà » et tout le monde s'exécute. Donc, ça veut dire que se faire une réputation, c'est dans la phase de gouvernance que vous la faites. Donc, il me semble que le point commun, c'est ça, c'est qu'ils sont très bons dans la phase de gouvernance. Une autre question, ça fait partie des toutes dernières questions que je vais être amené à vous poser sur le chat de cette édition d'Université ouverte. Est-ce que des États peuvent être derrière des fonds activistes? Alors, il faut faire attention parce qu'il y a ce qu'on appelle les fonds souverains, qui sont des fonds dirigés par des États et qui peuvent effectivement suivre un agenda spécial, etc. En général, on les distingue quand même des fonds activistes. Donc, tout est une histoire de définition. Les fonds souverains ne sont plutôt pas des fonds activistes. Appelons-les des fonds souverains. Maintenant, c'est vrai que les fonds souverains peuvent avoir des stratégies aussi d'influence, etc. En général, les fonds souverains, quand ils cherchent à influencer, ils le font plutôt de façon discrète, parce que justement, on va se méfier, on va dire il y a un État derrière, il y a des intérêts politiques. Donc, ils vont plutôt faire moins de bruit que les activistes traditionnels. Mais si c'est vraiment un État qui est derrière, disons que c'est un fonds souverain, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, comme il n'y a pas de définition juridique, je préfère appeler ça un fonds souverain qu'un fonds activiste. Allez, la toute dernière question, qui est une question très générale. Fabrice qui nous pose la question sur le chat du live s'en excuse. Mais non, il ne faut pas vous en excuser, vous êtes là pour ça. On prend les questions, on prend toutes les questions. Jusqu'à quand les corps sociaux, d'après vous, accepteront de vivre dans un système économique avec des crises financières récurrentes? Voilà, question posée aux chercheurs en finance qui regardent ça de très près, en tout cas pas sur la partie peut-être sciences humaines et sociales, mais sur la partie technique. Pensez-vous plutôt comme Denis Clerc qu'après tout, il n'y aurait pas d'alternative crédible au capitalisme? Alors, et voilà. Question politique. Hein. Les alternatives, enfin, je veux dire, rien n'est. Moi, je pense que
les humains sont responsables de leur système d'organisation, pour aller un peu dans le sens de l'auditeur, hein, et que donc, rien n'est inéluctable en réalité. Il me semble que, voilà, moi, je m'en tiendrai à sur ce sujet, je m'en tiendrai à ce que j'ai dit sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire que si cet auditeur veut renverser la table en trouvant que ça ne va pas, etc., de toute façon, il aura intérêt à comprendre comment ça marche pour critiquer. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui ne veut pas dire que la critique doit forcément venir de l'intérieur. Il me semble même qu'en réalité, si on veut être critique sur le système capitaliste, et je suis d'accord pour avoir une vision critique, au minimum au sens de Raymond Aron sur le capitalisme, il me semble que si on veut avoir une vision critique, il ne faut pas hésiter à venir de l'extérieur. C'est-à-dire que la logique interne est très forte du capitalisme. Donc c'est très, très difficile de retourner les armes du fonctionnement du capitalisme et de trouver des incohérences internes. On en trouve, mais c'est quand même la cohérence interne du système est quand même très forte, malgré les crises, etc. Et donc, ça n'empêche pas effectivement de prendre du recul et de dire ça ne marche pas, etc. Mais c'est toujours, si vous voulez, le problème, c'est que quand ça part d'un argument du type voilà, il y a trop de dividendes et pas assez de salaire qui montre qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un dividende, etc. Tout de suite, ça décale la conversation vers mais non, mais tu n'as juste pas compris comment ça marche. Alors que non, en fait, la critique sous-jacente, c'est il y en a trop pour les actionnaires et on devrait défendre l'intérêt des salariés. Et dit comme ça, évidemment, on peut discuter longtemps. On peut discuter longtemps. En tout cas, on a eu beaucoup de plaisir à discuter longtemps avec vous ce soir. Simon Guéguin, merci mille fois de votre participation à cette édition d'Université ouverte. C'était un grand bonheur de vous écouter. Vous avez plein de compliments sur le chat du live, notamment l'un que je ne peux pas ne pas vous citer. Pas un seul anglicisme en 2 heures. Bravo et merci. Voilà, ça fait partie des petits remerciements qui ponctuent cette discussion numérique. J'ai peut-être dit cash quand même à un moment, je crois. Le mot cash. Je crois que j'ai dit le mot cash à un moment à la place du mot trésorerie, c'est tout. Bon, allez, c'est accepté. Voilà, merci à toutes. Je rappelle que Simon Guéguin signe un livre qui s'intitule « Les fonds activistes, mode d'action, stratégie et résultats » avec Lionel Melka qui sort en mars chez Luno. N'hésitez pas à y jeter un œil et même à l'acheter. C'est vraiment un super sujet, tout à fait d'actualité. Encore une fois, merci beaucoup de nous avoir consacré un peu de votre temps précieux pour illuminer un petit peu notre esprit, éclairer en tout cas notre opinion sur ces sujets éminemment actuels. Je vous souhaite une très très belle continuation et je remercie à l'ensemble de la communauté des gens qui nous ont posé des questions d'avoir participé avec autant de questions et de remarques pertinentes. C'était un vrai régal. Ainsi s'achève cette édition d'Université ouverte. On se retrouve dans une semaine pour parler de tout à fait autre chose. D'ici là, prenez soin de vous, et puis n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube d'Université ouverte pour ne rien manquer des conférences qui sont organisées dans les prochaines semaines. Bonne soirée et à bientôt.